Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, un invité d'exception. On va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé avec Eric. Donc deux sujets. Un sujet, on en a déjà parlé, mais c'était rare. C'était dire Bye Bye Patron quand c'est toi le patron. Donc Eric a vendu sa société. Il avait une société dans le bâtiment, dans l'électricité plus précisément. On va voir ensemble son activité et pourquoi il a vendu, comment il a vendu, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Et surtout, quand on a une activité, même si on vend une société, après il faut bien s'occuper, puis il faut bien avoir des revenus. Et on va voir comment il a procédé. Et c'est super intéressant parce qu'il a des biens, il appelle ça des locaux d'activité mixte. Et en fait, c'est des biens qui génèrent énormément de rentabilité, de la rentabilité quasiment nette. Le brut et le net sont quasiment identiques, contrairement à ce qu'on peut avoir dans beaucoup de logements. Et il a des loyers à plusieurs milliers d'euros. Très souvent, on voit quand on fait le problème de l'investissement locatif. Alors pour beaucoup de gens, ça suffit, et y compris pour moi, c'est déjà pas mal. Mais quand on arrive à 10, 20, 30 lots, il y a beaucoup de choses à gérer. Ça devient quasiment une activité plus que secondaire. Et on a beaucoup de locataires. Et en fait, souvent, les locataires, si vous faites de la location classique, ils vous payent chacun moins de 1000 euros par mois. Et donc si on veut vraiment aller plus loin, très souvent, ça passe par l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, ou les bâtiments mixtes comme Eric va nous présenter. Pour la petite parenthèse, donc Eric, il est aussi maintenant expert en bâtiment, et donc on a tourné 2 épisodes ensemble, celui que vous allez écouter et un épisode sur la boîte à outils des investisseurs où on analyse des malfaçons sur des chantiers. Voilà, avant de commencer, déjà je suis trop excité, on est le 15 août aujourd'hui et vendredi, donc il y a le week-end, l'événement qu'on organise à Chamonix. On sera à 25, j'espère qu'il fera beau, j'espère que ce sera super bien. On a passé pas mal des derniers jours avec mon associé à discuter des préparatifs. Ça demande quand même une sacrée logistique. Je pense que je vais y aller avec la voiture full d'affaires. Il va se passer plein de trucs. On est trop content de rencontrer tout le monde et certains auditeurs, donc vous écoutez sûrement peut-être sur la route même pour venir nous voir à Chamonix. En tout cas, ça me fait super plaisir. C'est un peu cet événement, c'est un peu pas la consécration, mais quand même ça transformer les écoutes du podcast en quelque chose de physique, des rencontres, c'est génial. Parfois, je vais à des rencontres où j'en organise comme ça de façon plus informelle. Comme j'ai déjà pu le faire en Alsace, mais là c'est formel, on a les logements, on a les activités, on a même prévu des petits jeux et tout. Franchement, ça va être top. Je pense que les gens seront très contents et on est très ravis de vous voir. Ça nous fait toujours très très plaisir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais vous parler rapidement de la boîte à outils des investisseurs. Je sais, je vous ai dit que je vais vous en parler pendant longtemps. Alors là, vous n'êtes pas prêts, on a un épisode. Donc, pour récapituler rapidement, pour ceux qui écouteraient cet épisode, la boîte à outils des investisseurs, c'est comme un podcast privé, mais c'est encore beaucoup mieux. C'est en vidéo et en audio selon ce que vous préférez. La vidéo, on trouve c'est important parce que on a donc sur ce podcast privé des experts dans leur domaine. On a eu des architectes, des avocats, des courtiers. On a enregistré cette semaine avec un banquier qui nous explique comment avoir son financement plus facilement et quelle est la stratégie pour ça ? C'est de faciliter la journée du banquier en lui prémâchant tout le travail. Et effectivement, quand on voit combien de clients a un banquier, on se rend compte qu'il a très peu de temps en fait pour analyser les dossiers de crédit ou même pour juste les monter. Donc le plus facilement qu'on puisse les monter, le plus nous-mêmes en tant qu'investisseurs on fait de préparation, le plus ça va faciliter la vie du banquier et le plus vite vous pouvez avoir votre emprunt. Et il y a quelques petites filouteries à faire, bien sûr très légales, mais pour quand vous facilitez, pour orienter la vie du banquier en sachant, en profitant entre guillemets de son manque de temps et en faisant les analyses vous-même et en mettant du coup les points forts en avant. Donc on a fait cet épisode pendant 1 heure, on décrit tout. C'est dans la boîte à outils des investisseurs. Là aujourd'hui, je vais enregistrer avec un expert en nuisibles, donc pas des locataires qui payent pas, mais les punaises de lit, les cafards, etc. On va faire une vidéo ensemble, combien ça coûte, comment identifier la présence de ces nuisibles, etc. Et surtout, donc si vous nous rejoignez, vous avez accès à tous les épisodes. Ça coûte 13,49 € par mois. Et vous avez accès donc à tous les épisodes et toutes les 2 semaines il y a un épisode qui sort. Et là on a sorti carrément un épisode bonus parce que toutes les 2 semaines nous on veut toujours délivrer plus que ce qu'on vous dit. Et donc toutes les 2 semaines vous avez un épisode, mais là on a un épisode bonus
Et c'est aussi l'intérêt de la vidéo, c'est un épisode en anglais. Donc c'est mon associé, il a un de ses amis qui est américain. Et là, on est carrément sur du lourd. Donc il a tout vendu pour... donc l'épisode, il est sous-titré via YouTube. On peut sous-titrer en français et en anglais. Si vous parlez un peu anglais, le sous-titrage anglais, ça fonctionne un peu mieux. Mais franchement, j'ai regardé avec le sous-titrage français, il y a quelques petites hérésies, mais on comprend 95% de ce qu'il faut, et donc c'est l'intérêt de la vidéo. Donc un invité, franchement, je pense que vous avez jamais vu ça sur les podcasts. Il a fait all-in, il a vendu sa maison pour se lancer dans l'achat, rénovation, revente de maisons. Et à ce jour, il en a fait, donc au début, il a gagné la première maison, il a gagné, je crois que c'était $25,000. Et puis ensuite, il a commencé à enchaîner. Et là, il tourne en ce moment à 10 maisons. Il a fait plus de 50 maisons. Donc en ce moment, il tourne à 10 maisons par an, avec une plus-value d'environ $100,000 par maison. Donc je vous laisse faire les calculs, ça fait $1 million, enfin $1 million de revenus par an d'immobilier. Là, on commence à être dans des chiffres qui sont, et de marge, hein, pas de revenus, pas du chiffre d'affaires de marchand de biens, de la marge. Donc là, on est vraiment dans les très très hautes sphères de l'argent qu'on peut faire en immobilier. Il y a peu de gens qui gagnent ça, même des acteurs français connus, la plupart je pense qu'ils gagnent pas ça. Donc voilà, on vous a trouvé un invité d'exception, vous le trouverez nulle part ailleurs. C'est parce que voilà, Michel et moi, on est des gens très sympathiques dans la vraie vie, donc on rencontre des gens en dehors des réseaux aussi. Et petite anecdote, il va nous raconter, il a trouvé plus de $50,000 de bijoux et d'or dans une maison abandonnée. Et donc ça fait qu'il a pu acheter une maison en net, ça lui a coûté $15,000 grâce à ça. Donc voilà, des anecdotes de fou, il raconte tout. Donc c'est un épisode bonus, vu qu'il est en anglais, on s'est dit, pour les personnes qui parlent pas forcément anglais ou qui sont pas intéressées, on va pas les faire attendre 2 semaines pour ensuite avoir un épisode en anglais. Mais moi, je pense que c'est l'épisode peut-être le plus fascinant, peut-être pas le plus terre à terre pour vos chantiers. Pour ça, on a 2 épisodes avec des plans, avec des stratégies, avec des architectes qui nous expliquent. On a enregistré aussi avec Florette qui nous explique comment lire un plan local d'urbanisme. Voilà, tout le concret, c'était le but vraiment de cette boîte à outils d'investisseurs. Là, c'est vraiment faire all-in pour gagner, pour gagner gros. Mais comme toujours, ça s'est fait progressivement. D'abord, il a gagné $25,000, puis il nous explique les techniques avec ses artisans et tout. Il a des techniques très spécifiques. Donc, foncez voir l'épisode. Donc, ce sera l'épisode bonus avec Nick, donc sur la boîte à outils des investisseurs. Pour souscrire, merci, hein, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints là récemment. Merci à vous, ça fait super plaisir pour le soutien. Et c'est aussi un moyen de soutenir forcément mon podcast, parce que j'y passe beaucoup de temps. Donc vous allez sur le site www.boîteabillets, bien sûr au pluriel.com, www.boîteabillets.com, et là-dessus, vous pouvez nous rejoindre. C'est un abonnement mensuel. Vous arrêtez quand vous voulez, bien entendu. Si vous avez vous pouvez nous contacter. On est dispo pour toutes les questions, que sais-je. Et il y aura des bonus. Il y a des bonus qui sont en train d'être mis en place. Notamment, vous allez avoir des réductions sur mes autres programmes. Et on est en train de mettre en place une sorte de communauté, ça s'appelle. Enfin voilà, on va faire un espace d'échange sur la boîte à outils des investisseurs. Donc rejoignez-nous, ça coûte 13 €. Si vous n'êtes pas content, vous arrêtez au bout d'un mois. Mais là, donc on a déjà, je pense que ce sera le 7e épisode qui va sortir en ce moment. Et donc il y aura un épisode en plus avec Eric. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter ? C'est tout. Non, c'était pas tout. C'était le seul point que je voulais voir avec vous. C'était pour vous remercier, parce que j'ai fait un petit appel en disant que j'avais pas beaucoup de notes, que j'ai moins de 1 note pour 1000 écoutes. Donc merci à Dugarry13. Bravo pour les épisodes pendant l'été. Bravo pour la diversité des intervenants. Et j'ai des intervenants assez variés, hein. J'ai essayé d'un peu varier cet été. J'ai pas mal d'épisodes d'avance. J'ai beaucoup enregistré. Ça m'a beaucoup fatigué, hein, je dois vous avouer. Mais j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Et comme ça va permettre d'aller aussi sur d'autres projets. Et j'ai aussi Joël67. 67, ça ment pas, hein. Très inspirant. Force à l'Alsacien. Et merci à vous. Donc on attaque avec Eric. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonsoir à tous, en fonction de la saison. En tout cas, nous, on est sûr qu'il fait chaud. Aujourd'hui, ce soir, on est avec Eric. Salut Eric, comment ça va ?
Salut Thibaut, mais impeccable, chaudement comme tu dis, mais Eh bah oui. en pleine forme. Contrairement à la dernière fois qu'on s'est vu en physique, c'était au repas des gentlemen investisseurs à une heure avancée de la nuit et où le bar avait déjà fermé, je crois bien. Enfin, en tout cas, voilà. Il a déjà bien servi. Quelle Il belle faisait soirée. froid. Voilà, c'était une belle soirée. On s'était rencontrés là, on s'était dit qu'on allait devoir faire un épisode. La vie a fait que ça passe vite et que on se retrouve en été à l'enregistrer. Bah écoute, je vais te laisser te présenter peut-être quel âge t'as. Toi, t'as dit bye bye patron. Donc c'est vrai qu'en fait, j'aime bien avoir sur le podcast Ouais. plusieurs niveaux d'avancement en fait de personnes. Et donc t'es tout en haut quoi, au zénith de cette liberté. Et donc on va voir ensemble ton parcours, parler IMO commercial, IMO résidentiel, surtout société de construction. Et pour commencer, j'aime bien que les invités racontent une petite expérience insolite de leur vie professionnelle. Ça peut être au début de leur vie professionnelle, par où tu as commencé. Puis ensuite, on va un peu dérouler. Yes. Eh ben écoute, merci de ton accueil, c'est cool. Content de se revoir. Ouais, ça fait 6-8 mois qu'on s'était pas vu physiquement, donc voilà. Donc moi je m'appelle Eric. J'ai 42 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, et puis je réside en région centre, près de Chartres. Voilà. Ok, top. Alors l'anecdote, elle est très bonne parce que moi, elle a vraiment marqué mon envie d'entreprendre. 16 ans, premier job d'été. J'habitais donc chez mes parents et dans un petit village de 300 habitants où au bout du village il y a une usine. Voilà, une usine où ils fabriquent du matériel. Et naturellement, tout le monde se connaît. Mon papa est allé taper à la porte du patron et elle lui a demandé, tiens, t'as pas un job d'été pour mon fils? Fais-lui faire du travail, ça lui apprendra la vie et puis il va gagner un peu de sous. Puis voilà, que c'est montre le travail. Et donc j'ai été travailler dans cette usine et je me suis retrouvé à la perceuse. Donc en fait, je perçais des trous toute la journée. Ok. Tu pourrais nous Bah au mettre moins en tu sais jingle faire. la Oh. chanson des petits trous là parce que ça va très bien. Des petits Ça. trous, des petits Des petits trous. trous, toujours Ok. des petits trous. C'était Ouais. alors le but du boulot, c'était de prendre une pièce dans un bac à ta gauche, tu la mettais dans la perceuse, tu faisais un trou et puis tu la reposais dans le bac à droite et tu faisais ça toute Ok. la journée. Et là, je me suis dit waouh, 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 waouh. Et donc tu discutes avec les collègues, le gars qui est juste à côté de toi, qui te montre le boulot et tu lui demandes ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 20 ans. Et tu fais ça depuis 20 ans? Oh oui, perceuse ou découpée, c'est pareil. Et ça te plaît? Ah ouais, ouais, moi je m'éclate. Et moi dans ma tête, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas Mm. possible. Non mais c'est pas ça le boulot quoi, c'est pas. Donc là en gros, je me suis dit jamais, jamais, jamais. Mm. Donc j'ai fait ça job d'été donc un mois et puis après j'y suis retourné 15 jours je crois à un autre endroit pour gagner un petit peu de sous quoi, tout Mm. simplement. Mais Et ouais, c'est ça marrant, m'a. les collègues, à quel point ça peut. Moi, à la base, je veux être expert comptable. Hein, j'ai fait les études là-dedans. Et à la fin, donc, le cursus normal, c'est que tu as bac+5. Après, tu fais 3 ans de stage, ils appellent ça. Pour, Ouais. Et sauf qu'en fait, moi, j'avais fait un stage pour avoir mon bac+5. Et en fait, alors autant la matière, j'aimais bien. Moi, j'aime bien la compta, c'est comme ça. Mais quand je voyais, c'était vraiment Martine de la compta qui parlait de son chat, qui faisait des gâteaux, les meubles de jardin. Et toi, forcément, toi, t'as l'expert comptable, il est tout le temps en rendez-vous. Enfin, les trucs un peu cool, c'est lui, il les fait. Toi, t'es stagiaire et t'es là et tu te sens, tu sais, tu te vois limite dans 10 ans à la même chaise Ouais. avec le gars, tu sais, le gars un peu cool de la boîte. C'est pas du tout un gars cool, mais en fait, dans cet environnement restreint, c'est un peu celui qui se la joue et tout. Enfin, bon, bref. Donc ouais, parfois c'est pire même non seulement le boulot qui peut être un peu abrutissant, et puis t'as aussi l'ambiance quoi, Le des boulot gens abrutissant, ouais, ouais. Et le fait tu quittais le job le soir et tu revenais le lendemain et tu reprenais ton tas de pièces à faire des trous et en fait ouais. et moi qui aime bien bouger, je me suis dit en fait alors je savais pas ce que je voulais faire. Mais tu savais ce que tu voulais pas faire. Voilà. C'est un peu comme en Concrètement, j'ai dit politique. tout, mais pas ça. Ouais. C'est comme en Donc voilà politique, on sait l'anecdote. jamais, on vote jamais vraiment par gaieté de cœur, mais c'est plutôt contre quelqu'un. Mais c'est Yes. une bonne expérience de la vie hein, de Mm. dire bon, ok, ça c'est ce que je veux pas faire, donc en Mm. fait tu y vas par élimination quoi. Ah, ouais, c'est intéressant.
Ah, moi, j'avais fait un truc. Alors, c'est dans un contexte complètement différent, mais c'était quasiment la même chose. J'étais chez alors, je sais pas si c'est un truc qui est que en Alsace. C'était un mandataire judiciaire qui s'occupait des liquidations. Ouais. Et en fait, mon job, c'était une boîte. Elle venait de fermer. Et donc, aux 2000 ou 3000 créanciers chirographaires là, parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Il fallait leur envoyer une lettre pour dire qu'ils toucheraient rien. Donc en fait, je la prenais, je la pliais en trois, j'arrivais à en faire 3 ou 4 par minute. Après, j'avais plus de peau sur le doigt là, c'était vraiment le truc de merde. Et donc je mettais ça dans des enveloppes. Et puis après, je les passais dans la machine à affranchir là, le truc. Enfin voilà, où tu le fais mal. Enfin, même c'est un boulot con, mais t'arrives à mal le Un faire. boulot, Franchement. un travail à la chaîne. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Travail à la chaîne. Ok, Bah, c'est ce qu'on top. faisait. J'étais une partie de la chaîne de Ah, c'est construction. ça. Et alors c'est sympa de voir tout l'univers de l'industrie. Et t'es obligé d'avoir des gens. Et c'est bien, moi, mon collègue qui était à côté, bah c'était cool. Enfin, il y en a besoin de gens comme ça. En fait, Hmm. lui, ça lui allait bien. Il était pépère. Il avait pas besoin de réfléchir. Et puis, bah, ça lui allait bien. Voilà. Ouais. Donc ouais, belle anecdote qui m'a mis un coup de pied au cul, que ça soit ensuite pour les études, etc. En tout cas, je me suis dit voilà, ça je veux surtout pas faire. Donc ouais, faut peut-être un peu bosser un peu plus à la maison, etc. Donc voilà. Donc bah après, pour continuer, pour dérouler mes études, j'ai fait mes études dans la technique, plutôt dans l'électricité, l'électrotechnique. J'ai fait un bac en électrotechnique. J'ai fait un BTS ensuite dans la domotique. Donc mon bac, j'étais sur Orléans. Après, je suis allé sur Paris pour mon BTS. Et ensuite, j'ai fait une licence, donc j'ai un bac plus 3 en intelligence du bâtiment, et là, je suis allé à Nantes. Ok. Voilà. Donc, je suis Et resté ensuite, dans ma passion, alors, qui était l'électricité dès le début. hmm, très intéressant. Et du coup, t'as enchaîné tout de suite avec ta société, t'as travaillé chez une société, comment t'as fait? Pardon. Alors, ouais, j'ai fait pendant mon BTS, donc mon BTS, c'était dans les années 2000. Je suis allé en stage dans une société sur Paris. Et naturellement, quand j'ai eu fini mes études, le boulot là-bas me plaisait bien et puis c'était une belle boîte. J'ai postulé là-bas. Donc j'ai fait un demi-entretien. Je suis arrivé, on a discuté avec le boss. Il m'a dit bon, t'as un stylo là pour signer? Je t'ai préparé un contrat. Il savait déjà qu'il voulait m'embaucher. Hmm, Donc trop c'était bien. super cool. J'ai pas eu à galérer à trouver mon premier emploi. Et donc, j'ai commencé à être salarié et j'ai fait 3 ans sur Paris. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était 2002 à 2005. Voilà. Et l'entreprise, elle faisait de la GTB. Donc la GTB, c'est la domotique pour les grands ensembles. Ça s'appelle gestion technique du bâtiment. Ok. Donc c'est de l'automatisation des bâtiments pour éventuellement si on a des auditeurs qui savent pas ce que c'est de la C'est domotique. par exemple les stores en fonction du vent, en fonction du soleil, les ouvrir, les fermer, des trucs comme ça? C'est ça, voilà. Tout ce qu'on peut Mhm. automatiser dans un bâtiment. Alors, si on prend une maison, bah, c'est les volets roulants, c'est le chauffage, je sais pas, c'est l'éclairage du jardin, etc. Là, c'était sur des grands ensembles. Donc, c'était le centre commercial des Quatre Temps à la Défense. C'était des gros buildings de Ah ouais. logements. C'était des gros bâtiments où le principal enfin, là où le système tirait sa plus-value, c'était sur les économies d'énergie. Voilà. Donc, on Hmm. gérait beaucoup le chauffage, la ventilation. Ok. Euh, j'ai En visité fonction énormément des de centres heures et tout ça, commerciaux. de Ouais, l'air, l'affluence, tout ouais. ça. Renouvellement de l'air, qualité de l'air, et puis également, par exemple, que le magasin, quand le magasin, le matin, ils sont en train de faire la mise en rayon, qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait 100% de l'éclairage de nuit, donc il y avait des niveaux d'éclairage, etc. Donc voilà. Donc tout ça, c'était Ok. géré avec un ordinateur central, tout était programmé, paramétré, et puis après, ça se débrouillait tout seul. Donc c'était mon job, c'était super passionnant. Bon. Mais le problème, c'est que la vie parisienne m'a vite gonflé, moi étant un enfant de la campagne. Donc je commençais un peu à regarder ailleurs, à avoir envie de plus de liberté et plus de grand air. Voilà. Et après, bah donc c'est la suite suivante, c'est 2005. 2005, j'ai repris l'entreprise que j'ai dirigée pendant de nombreuses années. C'était une entreprise où j'avais fait un job d'été, des jobs d'été d'ailleurs. Ok. Après avoir fait un petit passage par l'usine, comme je savais Hmm. que ça me plaisait pas, j'avais été voir l'électricien de la ville d'à côté. Et Ok. c'était l'électricien de famille. Et bah voilà, il m'a embauché, il m'a pris en job d'été. Et puis moi j'ai vachement accroché. Et puis on a bien sympathisé. Et quelques années plus tard, on s'est croisés. Alors pour l'anecdote, moi je me rappelle, c'était un samedi. Je rentrais de Paris, j'avais dit, mon père il allait chez le coiffeur, et je lui dis, bah tiens, prends-moi un rendez-vous avec toi, et on sort de chez le coiffeur tous les deux et on le croise. Donc mon ancien patron.
Et lui, commençait à vouloir envisager la retraite. Et donc, on a été boire une bière au café à côté. Il allait acheter ses clopes et puis on a discuté. Et moi, ayant l'envie, voilà, on a discuté. Mais il n'y avait pas d'intérêt. Enfin, sauf que il y a 2 ans avant ou 3 ans avant, avant que j'aille faire mes études, avant j'allais faire mon BTS. Donc non, c'était 5 ans avant. Avant de quitter mon dernier job d'été chez lui, il m'a dit va pas faire tes études, viens bosser avec moi, puis tu prendras ma succession. Moi, j'ai dit ouais. Donc là, j'avais 19 ans. Donc à 19 ans, tu ne vois pas. C'était pas. Ouais, surtout par la campagne et tout. Enfin, même si t'aimes bien, Ouais. tu te dis ouais, j'ai peut-être besoin de voir autre chose avant Ouais, j'avais de. voilà, besoin de voyager, besoin de vivre ma vie de jeune, quoi, d'aller faire la chouille. Donc voilà, 2005, on s'est croisés, on a commencé à faire les études et puis ça a collé et j'ai pris sa succession. Voilà. Ok, top. Tu Donc l'as racheté alors. ouais, donc j'ai Ça racheté se l'entreprise rachète. tout Ouais. simplement. Ouais. C'est un rachat d'entreprise. C'est une entreprise qui avait déjà qui a été créée dans les années 50, donc avait déjà donc je suis la troisième génération. Alors forcément pas de père en fils, mais de prenant en cédant et voilà. Donc j'ai repris une boîte qui faisait 1,4 million de chiffre d'affaires avec 12 salariés. Ok. Voilà. Donc Dans ça. l'électricité uniquement. Enfin, Alors c'était ouais, dedans. on faisait de l'électricité et également un peu d'électroménager. Ok. Voilà. Et comment t'as financé ça? C'est des banques qui t'ont prêté l'argent? C'est le vendeur qui t'a fait un crédit vendeur Non, ou non, comment? banque. Voilà, on a monté l'étude, on a monté le business plan classique, on a fait un prévisionnel, sachant que lui, il avait à peine l'âge de la retraite, donc il m'a accompagné quand même pendant 1 an et demi. Ok. Ça a été 1 an et demi génial parce que en fait, quand tu reprends une entreprise comme ça, en fait, il faut que tu te gaves d'informations. Et moi, Hmm. c'était une vraie passoire. Une vraie éponge, pardon. Je prenais tout, et ça a été 1 an et demi exceptionnel où je comptais pas mes heures, etc. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Et voilà. Hmm. Donc, alors, ça a été dur hein, de trouver un financement, mais Bah ça s'est ça, fait. t'avais quoi? T'avais 25 ans en fait. T'avais Et 25 25 ans, ans. voilà, T'avais 25 pas ans. d'argent de côté, je suppose. J'avais 10 000 balles de côté. La vie parisienne, t'avais. Enfin, Ouais. déjà, on connaît, ça paye mal et on dépense beaucoup. Donc voilà. À Paris, j'avais mon loyer à payer, je gagnais 1 800 euros. Ma femme Hmm. était encore en études, donc elle était en alternance, donc elle avait 500 balles par mois, donc c'était ouais. On, on aimait vivre à Paris, mais on aimait, ouais, si, mais on profitait pas assez. Dès que tu sortais, c'était 100 euros tout de suite à nous. Hmm. Voilà. Donc ouais, financement bancaire classique. Euh, Montage d'une holding, achat de l'autre société, la société Ok. d'exploitation, et puis après c'est parti. Donc voilà, dès qu'on a eu le financement, c'était parti. Donc voilà. Donc Ok. électricité, électroménager, on faisait aussi de la climatisation, de l'antenne, et puis je faisais du particulier, du professionnel, agriculture et industriel. Ok. Voilà, c'était ma clientèle type. Et juste le financement, ça se passe comment? La banque, elle prend des garanties sur. Il y a des garanties dans la société, enfin des actifs Ouais. qui avaient de la valeur ou quelque chose? Ou comment ça se passait? Alors ils font un nantissement départ. Ok. Voilà, en garantie. Et après, également, ils ont demandé une caution. Donc moi, Caution j'ai mis perso. caution perso, j'ai mis un peu tout ce que j'avais et j'ai quand même mes parents qui ont pu euh, mettre une partie caution. Mais alors au début, c'était un truc de fou. Ils demandaient la totalité en caution et on a réussi à vraiment diminuer, ce qui fait qu'ils étaient caution sur que dalle, quoi. En gros, ouais, je dirais au bout d'1 an ou deux, la caution elle était levée. Hmm. Voilà. Et combien de temps t'avais pour rembourser? Eh bien, Souvent on dit c'est 7 7 ans, ans. souvent on dit ouais. Ouais. 7 Ok. ans. Alors moi, je l'ai pas payé en 7 ans, je l'ai payé en 9 ans. Ok. Voilà. Tu peux renégocier au bout d'un moment où tu peux. Non, c'est que on avait fait un montage pour pouvoir rembourser la banque en 7 ans et ensuite financer le reste en famille, Ah ok. parce que sinon ça passait pas, quoi. Hmm. Ouais bah ouais, c'était quand même déjà une grosse société, 1,4 million de chiffre d'affaires, 12 salariés. Ouais, ouais, Bah, elle tu te dis, était. c'est un peu l'aboutissement d'une vie. Enfin, si tu pars de zéro, en gros, t'as gagné, ok, t'as acheté ça, mais t'as gagné, bah, c'est pour ça que là, maintenant, t'as ta vie de rentier en pleine force de l'âge. Le challenge était à Donc, l'époque, le challenge était de dire bon, ok, il faut arriver à dégager tant de milliers d'euros tous les ans, parce qu'en fait, je remboursais une fois par an
et il y avait une grosse échéance par an. Donc, Ok. c'était un peu l'épée de Damoclès, mais c'est super bien, hein. Ça te met un Ah, coup de c'est pied un aux peu de la bonne pression, quoi. C'est, voilà. Ouais, bah, tu te défonces toute l'année pour pouvoir atteindre ton objectif, quoi. Ok. Super intéressant. Et cette société, t'as continué toujours dans cette activité? T'as développé d'autres activités ou vous étiez toujours dans Non, l'activité historique un peu? j'ai eu des grandes phases. On a beaucoup développé, la clim après, à partir de 2009-2010. Hmm. Le clim et pompe à chaleur, enfin surtout climatisation, RR. On faisait pas de plomberie. Moi, je suis pas trop plombier, donc voilà. Puis j'avais pas forcément les équipes, mais donc on a développé sur la partie énergie renouvelable. En fait, j'ai eu des grandes étapes. J'ai eu 2005, 2009, ensuite 2015. À chaque fois, c'est des grandes étapes dans l'entreprise. En gros, c'est tous Mhm. les 5 ans. J'ai eu des cycles de 5 ans. Et en 2009, j'ai repris un portefeuille client d'un confrère qui prenait sa retraite également. Et j'ai repris sa clientèle et il faisait que du chauffage électrique et il commençait à vouloir faire un peu de climatisation. Et on avait les RT 2012 qui pointaient le bout de son nez. Voilà. Ok. Donc c'était le moment de vraiment de monter un pôle dans l'entreprise pour faire de ce qu'on appelle du génie climatique Ok. et staffer, embaucher un gars, mettre un véhicule, former les gars, avoir les agréments et voilà. Donc ça on a développé ça à partir de 2009. Et puis après 2015, j'ai ouvert un deuxième point de vente. En fait, j'ai ouvert une deuxième entité. Donc j'ai créé mince, j'ai mangé le nom, un établissement secondaire. Une succursale? Ou Ouais, c'était, c'est ouais, ça, ouais. ouais, ouais. Hmm. À 30 kilomètres, il y avait du développement possible sur les deux activités. Donc, 2015. Et puis après, après c'est 2020. Bon, 2020, Covid, etc. Ça a mis un peu de temps. Et puis, la revente en 2022. Ok. Voilà. Et on peut revenir sur le RT 2012. Tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est toutes les sociétés enfin, c'est des agréments qui te spécialisent ou c'est toutes les sociétés qui doivent s'y conformer ou comment euh, ça t'a généré Ouais. un avantage par rapport aux autres? Donc moi, Alors, c'est par sur rapport les, à c'est la réglementation thermique, ça RT c'est ça. Ouais. de 2012. Et voilà, c'est sur souvent l'isolation. Enfin, tu me diras, c'est l'isolation, la consommation, voilà, les C'est énergies ça, tout à fait. renouvelables. C'est vraiment le début. Maintenant, on a l'RT 2020. Bientôt, on va Hmm. avoir l'RT. Enfin, on sait pas ce qu'ils vont nous pondre, mais c'était vraiment le début de la prise de conscience qu'il fallait avoir des logements qui soient moins énergivores. Donc, ça a fait dans le bâtiment, on a eu énormément de boulot, que ça soit les menuisiers, tout le remplacement des menuiseries, des fenêtres, etc. Ça a été un gros boulot. Nous, on faisait pas. Nous, sur ma partie, c'était vraiment le changement des modes de chauffage. Voilà, Hmm. donc sans de la climatisation. Alors, une climatisation, c'est le mot barbare que tout le monde emploie, mais en gros, c'est une pompe à chaleur. Il y a différentes technologies. Là, c'est du RR, où on va prendre les calories dans l'air extérieur, on va les remettre dans les calories de l'air intérieur. Et l'avantage, c'est que ces machines-là, elles peuvent aussi en même temps refroidir l'été. Donc, c'était le gros avantage. Mais la principale chose, c'était vraiment pour les économies de chauffage et avoir un mode de chauffage qui soit moins énergivore, pardon. Ok. Voilà. Donc, ça nous a Est-ce que bien tous les bâtiments neufs sont obligés d'appliquer les RT du moment? Alors, tout ce qui Est-ce est que, construction neuve, ouais, tout ce qui est ouais, soumis tout ce qui est construction neuve soumis à permis de construire, parce que on voit beaucoup. Parfois, j'ai beaucoup de questions sur, par exemple, tu déposes un permis de construire pour faire un changement de destination. Par exemple, je sais pas, tu achètes un immeuble et en bas il y a un local commercial et tu veux le transformer en logement. Tu vas être obligé de faire un permis de construire, mais ça c'est pour le changement de destination, mais tu n'es pas obligé de te conformer à la RT 2020, par exemple, à l'heure actuelle. Voilà, c'est vraiment pour de la construction neuve, hein, que ça soit un hmm. bâtiment industriel ou un bâtiment d'habitation, une maison. Ok, ok, intéressant. Et bah top. Et donc là, et est-ce que toi, enfin, t'avais pignon sur rue un peu, ou c'était plutôt des promoteurs ou des gens comme ça qui t'appelaient? Comment tu développais le Non. business en fait? Ah, C'était quoi ta technique? Alors, il y a l'historique. Il y a l'historique de l'entreprise. Hmm. Quand ton entreprise elle a 60 ans d'existence, elle est connue. Quand tu fais bien ton travail et avec qualité, tu es reconnu et les clients te rappellent. J'ai jamais embauché de commerciaux. D'ailleurs, je sais pas comment j'aurais réussi à gérer ce métier parce que je sais pas. Voilà, je pense que j'aurais eu besoin de me former si j'avais eu besoin Hmm. d'embaucher des
commerciaux, c'était énormément de bouche-oreille, hein, bouche-oreille, recommandations. Et puis, on Ok. travaillait entre nous. Je travaillais très peu avec des architectes et très peu avec des promoteurs. C'était vraiment beaucoup de marché privé. Voilà. Ok. Euh, le gros de l'activité, ce qui générait le plus de chiffre d'affaires et de rentabilité, c'était l'industriel, bâtiment d'activité, bâtiment industriel. C'était tout de suite des grosses installations, également dans le monde agricole. Ok. Mais Et c'est pas pour ça qu'on faisait pas de l'habitat, on faisait du particulier, on en faisait beaucoup. Hein. C'est toujours bien. Hein. Moi, j'adore. Enfin, j'adorais. Voilà, En fait, pour l'entreprise, il fallait de tout. Il faut des gros chantiers, des petits chantiers. hmm, La petite grand-mère qui t'appelle pour aller remplacer la prise de courant, il faut y aller, quoi. Le service après-vente, j'avais des techniciens qui ne faisaient que des petites interventions, des petits dépannages, des petites bricoles, hmm, parce que la petite le remplacement de la prise de courant de la grand-mère, demain elle te rappelle parce qu'elle veut changer son chauffage. Donc hmm. voilà, il n'y a pas de Ah, c'est ça, t'es petit jamais, chantier. c'est ça qui est compliqué dans les business du bâtiment, c'est que forcément, on comprend que les artisans, ils veulent faire des chantiers, ils veulent pas se déplacer pour rien, mais en même temps, de temps en temps, t'as besoin d'un petit truc, de temps en temps, t'as besoin d'un gros truc, quoi. Moi, j'ai refait des appartements complètement. Bon, mon artisan qui les refait, bah, parfois, il va parce qu'il y a un petit problème, il y a pas d'eau chaude dans le lavabo au Ah, robinet de la salle de bain, quoi. Donc, et c'est le même gars et je suis le même client, mais c'est juste que parfois, t'as tes besoins qui sont différents et tu sais jamais. Et je pense que c'est c'est un du bon mot. dépannage, c'est de la petite intervention. Alors ce qu'il faut en fait, le secret, c'est l'organisation. Hein. Mais Hmm. quand t'es artisan, si t'es pas bien organisé, si tes chantiers sont pas bien préparés, c'est sûr que en fait tu galères, quoi. Tu plombes tes marges et tu foires tes chantiers, quoi. Moi, tous Ben, les c'est un peu le truc. chantiers, pardon, vas-y. Bah en fait je pense que la réflexion que beaucoup de gens, enfin si quelqu'un y pense, enfin que beaucoup de gens ont, c'est la plupart des artisans, on va dire, ils roulent pas sur l'or. Pourtant c'est de tes plus gros. Toi t'as l'impression que quand t'es client que tu payes beaucoup Oui. pour au final des gens qui roulent pas sur l'or. Donc tu te dis en fait là, il est où le delta? Normalement si tu payes cher, celui qui reçoit. Mais en fait t'as l'impression que très souvent c'est juste de la mauvaise organisation. Enfin C'est ça. Hein. typiquement Ouais. tu vois des gens. Moi, ma mère, elle avait fait un chantier, c'était d'électricité, c'était, je crois, 8 000 euros, et il lui manquait deux petits trucs, 2 heures de boulot, quoi. Et les gars, ils ont mis 8 mois à venir. Moi, je lui ai dit, bah, tu payes pas tant qu'ils viennent pas. Si déjà là, tu leur dois 8 000 euros, ils viennent pas, qu'est-ce que ça va être le jour où tu les payes? Mais tu te dis, mais comment, dans une boîte, je sais pas, ils ont passé, bah, plusieurs jours, forcément, pour ça. Et t'as juste à passer, faire le truc, et c'est réglé, t'encaisses, t'entends plus parler et tout. Et puis, en fait, t'as ça j'ai l'impression que les boîtes, c'est comme ça. Les gens, ils viennent quand ils ont le temps, On a un métier dans l'électricité, le métier, hein, pas un métier à la con, mais on a un métier de tricotage, pour faire une installation électrique, il y a moult pièces détachées qu'il faut. Et il te Hum, manque toujours quelque chose. Donc moi, je sais que pour m'organiser, pour être performant, j'avais un gros stock. Hein. J'avais entre les deux entités, ouais, j'avais 100 à 120 000 euros de stock en permanence ok. de matériaux électriques. Parce que il y avait des gens qui venaient nous acheter du matériel électrique en direct, parce que comme on était reconnus, mais surtout, le matin, les techniciens, ils arrivaient au bureau, il y avait une bricole qui tombait, une urgence, ils allaient dans le stock, ils prenaient le matériel qu'ils avaient besoin, même s'ils avaient trop, mais en gros, on savait que, je sais pas, il y a une disjonction, il y a un relais creuse pour le chauffe-eau qui marche plus, bah, tu prenais une pièce pour le chauffe-eau, tu prenais un relais qui est dans le tableau électrique, tu prenais un disjoncteur, tu partais avec 10 pièces, t'arrivais chez le client, t'étais 95% sûr d'avoir la pièce Hum, pour le dépanner. Donc t'es efficace, tu fais qu'un aller-retour. Le client, ça lui coûte pas cher. Enfin, en tout cas, tu dépannes à la ouais, première premier coup. intervention, et bah, le Hum, client il est content. Et hum, parce que quand tu lui envoies sa facture, il fait pas des bons. Il se dit ah ouais, parce que nous en plus étant en campagne, les moindres fournisseurs ou grossistes électriques, ils sont à 30 kilomètres. Donc si ton gars il dit bon, faut que j'aille chercher faut que je fasse pardon 60 kilomètres hum. pour aller chercher une pièce à 10 balles, Ouais. je t'explique pas la Que tu changes en facturation. 10 minutes, quoi, mais sauf qu'il a mis 3 heures à faire l'aller-retour, donc Ouais, euh, c'est donc ça, c'est c'est ça. ça. Donc Yes. l'organisation, c'est hyper important, et parfois tu vois des devis qui te paraissent chers, et en fait tu payes la non.
la Ouais, non-organisation, ouais, la non-efficacité la du truc. non-efficacité, c'est ça. Hmm. L'inefficacité, l'inorganisation, ça coûte très cher, en effet. Yes. Bah, très Sur, intéressant. Et sur je des pense que gros, sur des gros appels d'offres, par exemple, quand tu vois qu'il y a différents corps d'État, etc., sur des gros chantiers, ce qui coûte le plus cher, c'est la perte de temps, c'est quand tu peux pas envoyer plusieurs corps d'État en même temps, quand tu es obligé d'attendre tu y vas, t'envoies tes gars, ils sont 2 heures, ils sont bloqués parce que le plaquiste il a pas terminé. C'est ça qui plombe les chantiers. C'est pour ça que tous les gros chantiers ça coûte super cher, parce qu'il y a des pertes de temps dans tous les sens. Et hmm. le temps des techniciens maintenant, ça coûte super cher. Ok, ouais, c'est super intéressant, cette histoire de stock et tout. Et c'est vrai que peut-être que les gens ils pensent pas, mais moi j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte aussi sur mes chantiers. Mais quand tu fais venir, tu te dis un petit truc, tu pourrais le faire toi-même ou tu peux faire venir un gars et tu te dis, ouais, pour les 2 heures qu'il est là, c'est cher. Sauf que toi, tu dois aller acheter les. Donc non seulement, si t'as pas l'habitude, tu vas acheter le mauvais truc, ou tu vas oublier un truc, ou tu vas, alors les magasins de bricolage, tu peux tout le temps ramener, sauf que tu oublies de le ramener, tu perds le ticket, enfin, voilà, donc le gars, en fait, il est là 2 heures, mais toi, pour faire le même boulot, déjà, tu sais pas le faire, donc ça va te prendre 4 heures. Et en plus, tu auras dû aller au magasin et ça se trouve, t'auras oublié des trucs. Donc, il y a ce temps d'achat qu'on a du mal à prévoir, en fait. Bah, si toi-même tu détaillais exactement tout le temps pour aller faire la même action, le temps d'aller au magasin, d'aller chercher, Mhm. etc., tu verrais que ça te coûterait, normalement, ça te coûte plus cher de le faire toi-même. L'artisan, en fait, c'est pas compliqué, hein. Bon, il a son taux de main-d'œuvre, il couvre le salaire du gars, il couvre un peu éventuellement les coûts de structure. Et après, le matériel, il va acheter un disjoncteur 10 euros, il va te le revendre 20, par exemple. Ça va payer son coût d'achat, son coût de structure pour acheter, pour être organisé, pour avoir du stock, etc. Mais l'avantage, c'est que même s'il va te vendre le disjoncteur plus cher que si tu allais l'acheter en grande surface de bricolage, c'est tout le temps économisé pour toi. Après, c'est sûr faut avoir un artisan qui est efficace. Mais les trois quarts sont comme ça, hein, bien sûr. Mais voilà. Yes. C'est pour comprendre la différence entre un artisan qui serait long, pas cher, qui avancera rien ou qui serait trop cher par rapport à un autre. Le secret, c'est l'organisation. Ouais, Mhm. Ouais, très intéressant. tu vois, dans mes anecdotes, moi, tous les chantiers que je faisais ce qu'on appelle un déboursé. Un débours, c'est combien j'ai acheté mes matériaux. Donc, on listait toute la liste des produits qu'on avait utilisés sur le chantier. On faisait le total des heures des techniciens et puis on regardait par rapport au devis, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, ce qui a permettait de pouvoir corriger d'un devis à l'autre si à un moment on s'apercevait Donc, que ouais, tu faisais une rétroaction, quoi, un feedback c'est du ça. chantier. Ce qu'il Et puis de faudrait faire, mesurer la qualité faire et la souvent. rapidité. Si à un moment Ah. on avait été mauvais, on pouvait essayer de déceler à Mhm. quel endroit on avait été mauvais, à quel endroit on avait péché pour pouvoir corriger sur le chantier suivant, quoi. Et ça sert dans beaucoup de choses dans la vie, de faire un peu une rétroaction. Souvent, on en parle, on n'est pas là pour faire de la politique, mais tu vois, pour les politiciens, enfin, je donne un Ouais. exemple. Moi, après, c'est bon, parce que j'aime bien la liberté et tout, je déteste les caméras qu'il y a partout. Et t'as les gars, ils décident de mettre des caméras, mais personne n'a jamais fait une étude comme quoi ça sert vraiment. Enfin, surtout maintenant, t'as des caméras partout, quoi. Et je veux dire, il y a plein de choses dans la vie comme ça où t'as l'impression que c'est une bonne idée, les gens, ils le font. Mais après, plus personne se pose la question du bien fondé, de l'apport réel de la chose, quoi. Donc et surtout dans ces métiers un peu où parfois les gens, les artisans, il y en a plein, ils ont pas fait d'études et tout, ils sont plutôt manuels. Et en fait, il y a un moment, faut se poser et bon, faut faire appel à son bon sens, hein, et le faire, ça peut faire gagner énormément de temps. Et pareil sur vos appartements, vos visites et tout ça, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a marché quand tu fais venir des locataires. Moi, j'ai ma locataire qui m'a envoyé la police là. Enfin, il y a récemment, j'ai eu la police dans un appartement. Croyez-moi que j'ai bien retenu la leçon. Ouais. Je sais quel type de profil je vais plus prendre. Donc voilà. J'en discute Euh, beaucoup avec des amis investisseurs et tu vois, ceux qui sont très méthodiques, qui vont prendre des notes, alors, ne serait-ce que pour l'achat des meubles et de la déco ou au fur et à mesure du chantier. Les gens méthodiques, ils réussissent beaucoup mieux, ils vont plus vite, ils vont sortir leur chantier rapidement, leurs travaux vont être finis rapidement, ils vont bien gérer leurs artisans. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde d'être très mhm. méthodique et très organisé. Donc Ouais, c'est ça. voilà. Yes. Et c'est vrai, moi, tu vois, mes locataires, je le dis souvent, et bon, après, ça va peut-être parler tout le temps, mais moi,
chaque fois que je prévois une journée de visite, je trouve un locataire dans tous mes as. Ça m'est arrivé une seule fois, je suis revenu, en fait, j'avais pas fait attention, c'était les vacances, là, c'était à Pâques. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de candidats sur un appart. Je pense que les gens étaient en vacances. Mais sinon, mais pourquoi? Parce que moi, c'est ma journée de visite, je l'ai prévue depuis une semaine. Les gens, je les ai déjà contactés. Je les relance pour être sûr qu'ils soient là. Enfin, voilà. Et après, j'ai tout qui est prêt. Je décide dans les 24 heures si je le prends ou pas. Et voilà, après, c'est réglé. Et en fait, j'ai jamais trouvé d'agent immobilier qui arrive à faire le même, moi, ça me dérangerait pas de payer un agent pour ses prestations s'il me trouve si j'ai pas de vide locatif, sauf que j'en trouve jamais. Et les gens, tu les appelles. Ah, j'ai 2 visites lundi, j'en ai une jeudi. Mec, ça marche pas comme ça. Faut regarder quand les gens ils sont Ouais. dispo. Ok, très intéressant. Alors, on a encore on a 3 choses à parler ensemble. Ah, Donc, le premier point, ça va être quand même la suite de la vente. T'as vendu. Pourquoi t'as vendu? ouais. Et puis ensuite, on va avoir tes investissements immo, commerciaux et d'habitation. Et puis aussi la non-retraite. Comment ça se passe maintenant? Ouais, donc j'ai revendu mon entreprise en novembre dernier. Donc Euh, 2022. 2022, novembre 2022. Donc depuis novembre 2022, je suis à la retraite. Voilà. Voilà, J'ai dit 42 ans. Parce que pourtant, on parlait plutôt de 64 ans à l'époque. Hein. Et ah toi, non, j'ai dit bye bye patron à 42 ans. Est-ce que c'était écrit ou pas? Je sais pas. Euh, Quelque part maintenant, avec le recul, je me dis que il y avait quelque chose qui trottait dans ma tête, ou en tout cas cette envie de faire différemment. C'était une super expérience, hein. C'était top. Mais quelque part, je m'étais créé, enfin, j'étais dans ma propre rat race, hein, c'est clair. L'embauche des gars à 8 heures le matin, gérer les chantiers, la pression des clients, et puis ce souci c'est de 120 000 euros de stock, mine de rien, ça pèse aussi. Hein, les stocks, c'est... ah oui 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 Ouais, oui ouais. oui mais bon c'est moi je le enfin on en discute beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise. Moi, le Mhm. stock, ça m'a jamais inquiété parce que je savais que grâce à ça, j'étais performant. Donc, Donc, voilà. Et puis une fois qu'il est en route, le stock, ça roule. C'est pareil, mhm. comme c'était une reprise, il y avait déjà du stock, je l'ai amélioré, mais la boule de neige, elle continue. En fait, Mhm. Ok. ouais, voilà. Mais ouais, le train-train quotidien, l'embauche tous les matins, faire les appros de chantier, aller voir le chantier, aller voir les gars. Bon, voilà, je m'étais créé ma propre rat race. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des cycles de 5 ans. Tous les 5 ans, j'avais des projets. Et là, le projet, c'était de dire quoi? C'était de dire, on va rebondir, je vais faire quelque chose. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui était intéressé par la reprise de l'entreprise. Donc, au lieu de redévelopper et de rester peut-être enfermé dans cette rat race, l'occasion, ça a été de franchir le pas, parce qu'en parallèle aussi, les investissements IMO le permettaient et permettaient d'avoir la liberté financière et en tout cas de pouvoir partir sereinement, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Donc, Yes, top. c'était ça, novembre, Un l'année, mélange de... novembre 2022. Mhm. Ben, mon père, il m'a parlé d'une histoire. Je raconte aujourd'hui, c'est les histoires de famille. Voilà, on est dimanche. Allez. En fait, il a un pote, enfin un gars qu'il a connu il y a pas super longtemps, et il a eu des boîtes, le gars. Et en fait, il est assez riche maintenant parce que plusieurs fois, il n'avait pas eu tout prévu de vendre. Et quelqu'un est venu, il lui a dit, c'est pas à vendre. Et lui, il a dit, bon, bah, quitte à vendre, je vais parler d'un prix. Et je crois qu'il m'avait dit d'abord, c'était une boîte de peinture. Et ensuite, c'était un resto, mais rien à voir. Et à chaque fois, il a dit, bon, je sais pas, admettons, ça vaut, j'en sais rien, moi, 2 millions. Il a dit, bon, bah, si vous le voulez, c'est 4 millions. Et les gars, ils ont dit, OK. Et donc, le gars, il s'est retrouvé 2 fois, 2 fois dans la vie à vendre des trucs qu'il avait pas du tout prévus, mais sur base juste de rencontres, de bonnes rencontres, quoi. Donc voilà, parfois t'es Oui, déjà dans un état d'esprit, puis tu rencontres des gens, il y a et de la puis voilà. spéculation aussi sur la vente de société, hein. C'est sûr que Mmh, tu revends une start-up, etc. D'ailleurs, c'est le modèle économique de la start-up, c'est de dire, c'est de monter un business, d'être sur une niche et puis de la revendre éventuellement à plus gros. Alors moi, mmh, c'était pas plus gros, c'était vraiment une envie de changement. Moi, concrètement, ma boîte, je l'ai revendue moins cher que je l'avais acheté. Mais, OK. mais il y a 18 ans, ouais, je l'ai tenu 18 ans. En 18 ans, le marché des sociétés dans mon activité a beaucoup bougé. Donc voilà, OK. on s'en fiche, c'est Puis comme bon, ça. bah après, c'était moins cher, mais tu l'avais payé, quoi. Entre-temps, tu avais eu le Voilà, ah temps de oui, la payer grâce à la elle était société. largement payée. Ouais. Tout à Donc, fait. yes.
Et comment ça se... Bon, souvent on dit une société, ça vaut le prix qu'on t'en donne. Comment tu t'as valorisé un peu ça, le prix? Est-ce que ton acheteur, il avait déjà une idée? Est-ce que vous avez demandé à deux experts comptables de faire une évaluation? Comment ça s'est C'est une très passé? bonne question, c'est très intéressant, on me la pose souvent. Moi, je dis une boîte, en fait, ça vaut rien, parce qu'une boîte, tu vires le dirigeant, tu mets un dirigeant qui est mauvais, en 6 mois, la boîte, elle est par terre. Une boîte, ça vaut pas rien, c'est juste pour parler, mais parce que une fois que t'as des hommes, mais des hommes, ben, faut leur payer leur salaire, tu peux avoir un peu de matériel. Mais si tu fais pas bien ton boulot de commercial, si tu fais pas des bons de vie, etc., elle est vite par terre. En gros, nous, il y a cinq méthodes principales pour estimer une entreprise. Alors, les noms, je sais plus exactement te redire, mais nous, ce Il y qu'on en a a. fait, c'est qu'on a enlevé les deux extrêmes. On a fait les 5 méthodes, ça nous donnait 5 chiffres. Ok. On a enlevé les deux extrêmes, le moins cher, le plus cher, et on a fait la moyenne des trois qui restaient. Ok. Et j'ai pris exactement la même méthode que quand j'ai acheté, en fait, parce que l'expert comptable, c'était le même. Donc voilà, on a Ok. pris les mêmes méthodes. Ça nous a donné un prix. Et après, en fait, ce prix-là, tu regardes si la boîte, elle est capable de sortir en 7 ans. Je sais pas, Hmm. par exemple, C'est ça, du cash flow 7 pour ans, payer ça. Ouais. je sais pas, 300, et je te donne un chiffre, 350 000 euros ou 3,5 millions. Est-ce que la boîte, elle est capable de dégager 50 000 euros par an? Hmm. Euh, 7 fois 5, 35, est-ce qu'elle est capable de se payer en 7 ans? Voilà. Hmm. Le banquier, il raisonne que comme ça. Donc, Hmm. après, il y a un ajustement par rapport au potentiel de l'entreprise, par rapport aussi à la conjoncture actuelle, et voilà. Ok. Intéressant. Du coup, bah, on reviendra maintenant sur, on va faire tes investissements et après on fera ta retraite, ta retraite non retraite. Les Alors, investissements, en parallèle, si ce que je peux dire en parallèle, c'est que il y a un an, j'ai remonté une autre entreprise, pas l'entreprise de l'avenir, mais une entreprise que j'exploite actuellement, où je fais de la rénovation tout corps d'état. Donc, ok. en fait, j'ai voulu créer cette structure-là parce que j'avais des petites demandes, soit d'amis investisseurs, soit de relations, et voilà. Et surtout, j'avais un besoin pour mes propres invests. Parce que Ok. faire supporter les travaux sur des SCI ou sur d'autres structures, parfois c'est pas les meilleurs montages. Donc le fait d'avoir une structure à côté qui fait de la prestation de service pour mes sociétés, voilà. Donc ça c'est venu en parallèle. Et là, tu as des employés à plein temps. Non, 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 Ah, non, ok. non. Je peux en faire une Souvent, ce partie, qu'on mais dit, ouais, que tu n'arrives pas réponse. vraiment à avoir, Je, tu prends des- peux pas je fais nourrir. faire par des entreprises. Moi, je fais la maîtrise d'œuvre. Euh, Ok. je prends ma marge et je refacture. Ok. Très intéressant. Et, et ça, bien sûr, c'est légal. Il faut juste bien Ah oui, ficeler et bien documenter comment vous faites, euh, histoire bien de sûr, ne parce que léser j'ai des personne. clients. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh, ok. Et du coup, les invests, ça a commencé quand? Ça a commencé. Alors moi, je me suis réveillé très tard, hein. Concrètement, je me suis réveillé un matin et je me dis en fait, je kiffe faire des choses pour mes clients. Je kiffe gérer des chantiers. Je kiffe les aider dans leurs invests ou parce que j'ai fait aussi pour des clients qui ont fait des logements locatifs. Et Mhm. puis je me dis mais en fait, mais j'ai rien fait pour moi en fait. Mhm. Ouais, puis quand tu es entrepreneur, si t'avais déjà cet état d'esprit de la boîte vaut rien, entre guillemets, bah, tu te dis, ouais, il y a peut-être un moment, il va falloir construire un truc, quoi. C'est ça. Et puis aussi le fait d'être dans les premières années, t'es la tête dans le guidon, t'as la pression de la Mhm. banque, et t'es la tête dans le guidon, donc tu fais avancer ta boîte, t'es passionné et ça roule. Puis comment tu commences un peu à relever la tête du guidon en disant bon, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, et je vois que la roue tourne, je vois qu'à côté de moi ça avance, j'ai des amis qui investissent, et puis moi j'ai rien fait. Tu dis oh là, va peut-être falloir se réveiller. Donc j'ai commencé par ma RP, moi, 2007, j'ai acheté ma RP. Voilà. Et puis voilà. Et donc après, vraiment démarré qu'en 2014. Et moi, j'ai commencé dans l'immobilier commercial, dans des bâtiments d'activité, ce que j'appelle des bâtiments mixtes d'activité. C'est des bâtiments typiquement que tu retrouves en zone artisanale, des bâtiments en structure métallique. Donc construction métallique, bardage métallique. Donc dedans, ça peut être des locaux d'activité pour un artisan,
pour faire du stockage. Ça peut être également faire du commerce, tu vois, dans les zones commerciales. Genre, le chaussures, et trucs comme ça, là. Un peu Voilà, c'est les, ça. Ouais, les c'est ça. Ouais. magasins comme ça, là. C'est pas des gros. C'est pas un supermarché, hein, parce que le supermarché, c'est vraiment la Hmm. taille. Tu prends Ikea, c'est vraiment des bâtiments énormes. Moi, c'est Hmm. des bâtiments. Mon plus gros bâtiment, il fait 1000 mètres carrés. Ok. Donc voilà, donc c'est des bâtiments comme ça que tu peux retrouver en zone commerciale ou en zone d'activité. Donc ça, c'est mon Ok. premier bâtiment en 2014. C'est un Et juste ces bâtiment. bâtiments, ils ont Oui, des durées de vie, le fait que ce soit en métal, t'as des durées de vie qui sont inférieures, enfin, est-ce qu'on, Hmm. non, bah Ok. non. Le bardage donc métallique extérieur, lorsqu'il Hmm. est éventuellement abîmé, ça se remplace, hein. C'est un jeu de mécano, hein. Tu Ok. démontes les anciennes tôles. Bien souvent, quand tu démontes, tu vas remplacer l'isolation parce que les isolants, ils ont évolué. Donc, tu en profites pour Hmm. remettre un peu ton bâtiment aux normes et tu remplaces la tôle. Ou également, tu peux même en remettre en surimposition, c'est-à-dire que tu remets des profils, tu remets de l'isolation et tu remets une tôle neuve par devant. Euh, Hmm. Typiquement, dans les zones commerciales, tu vois, quand ça change d'enseigne, par exemple, je sais pas, tu avais un magasin bleu et puis le nouveau magasin, son concept, c'est le rouge. Ils font de la peinture. Bon, la peinture, ça tient pas longtemps. En fait, c'est une solution entre deux avant de changer les tôles. Parce que de changer les tôles, Ok. ça coûte plus cher. La durée de vie, non, je dirais, ça peut pas tomber par terre. Il y a pas de. Ok. Ouais, non, c'est. Après, c'est peu le bâtiment qui peut se démoder, etc. Mais on voit énormément. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes activités. C'est d'avoir des vieux bâtiments un peu moches, un peu désuets, qu'on remet au goût du jour, qu'on va Ok. moderniser et qu'on va mettre aux normes. Ok. Voilà. Et ça, tu peux nous donner, peut-être pas forcément pour tes bâtiments, mais un ticket, s'il y a des tickets, c'est quoi le ticket? Moi, je connais pas du tout ce marché, donc combien ça. Déjà, est-ce que tu payes en fonction de la surface ou en fonction de la renta plutôt, vu que c'est du commercial? Et c'est quoi le ticket d'entrée pour ce genre de. Il y a vraiment de tout. Il y a l'emplacement. Hmm. Déjà, l'emplacement, ça va faire le prix. Là, par exemple, je te donne le premier bâtiment. C'est 350 000 euros pour 600 mètres carrés, Hmm. avec 2000 mètres carrés de terrain. On est dans une commune de 5000 habitants. On n'est pas à Chartres, parce que à Chartres, le même bâtiment, c'est deux fois le prix. C'est minimum, voilà. Et là, on était en 2014, donc voilà. Hmm. Euh, ouais, donc par rapport à ta question, l'emplacement est hyper important. Forcément, quand tu es dans une grosse agglo, bah, l'emplacement, il y a plus de monde, il y a plus de Hmm. population. On voit vraiment de tout. Euh, Puis t'as un peu même le plan de circulation, je suppose, parce que souvent dans ces zones, t'as des magasins où t'es obligé de. Je oui. m'arrête souvent à un McDo sur la route, je dois faire tout un trajet pour y arriver. Et du coup, je suppose que voilà, par rapport au premier. Si tu arrives à un rond-point et que ton bâtiment il est dans un des quatre coins du rond-point, c'est un Mhm. emplacement premium. Tu as une Mhm. visibilité, tu as une facilité d'accès. Et dans toutes ces zones artisanales, après, tu as des deuxième lignes, troisième ligne, quatrième ligne. Mhm. Donc forcément, le gars qui est à l'autre bout de la zone, s'il veut mettre une enseigne ou une pancarte de pub, quand tu passes sur la Personne la nationale, voit. tu la Ouais. vois pas. Après, faut savoir, faut venir exprès pour cette personne-là, quoi, pour Mhm. cette activité-là. Donc là, voilà, moi, je pourrais te donner les chiffres que j'ai fait. Ouais, bien Euh, sûr, hein. Si tu veux partager. pour te donner un ordre d'idée. Mais il y a des bâtiments que tu vas acheter sur Chartres. Tu as des bâtiments entre 1000 et 1500 euros du mètre carré. Là, celui-là, je l'ai payé 500 euros du mètre carré. Voilà, c'est vraiment l'emplacement qui va Mhm. être. Et Ouais. Et aussi Ouais, et après, ça dépend du coup du business que tu vas y mettre. Parce que si par exemple, c'est juste des bureaux où t'as pas besoin forcément de passage, bah, je sais pas si donc t'es pas forcément obligé d'être à ce point du rond-point. Et après, alors que Il y a si c'est moins de un différence. magasin, Ouais, ok. ouais. Mais dans les zones artisanales, je trouve que tu sois en première ligne ou en cinquième ligne, il n'y a pas des grosses différences De de prix. prix. C'est Ok. vraiment la zone. Après, c'est sûr que si tu arrives à choper l'emplacement premium au même prix que la cinquième ligne, c'est Hmm. c'est- c'est top, quoi. C'est C'est bien. royal, ouais. Ok. Et l'état des bâtiments, c'est pareil. L'état des bâtiments ne rôde pas trop en ligne de compte. Ok. Tu arrives à beaucoup moins faire de la décote sur du bâtiment d'activité.
Ok. Parce que c'est dû au mode d'exploitation. Sur des bâtiments d'activité, tu es en exploitation en baux commerciaux et le propriétaire, il doit le clos le couvert et après, c'est le locataire qui fait ses agencements intérieurs. Hmm. Donc, quand un locataire arrive et dans un bâtiment qui a déjà été cloisonné ou qui a déjà un agencement, si ça correspond pas du tout à son activité, mais qui veut cet emplacement, le locataire, il arrive, il rase tout et il refait un agencement complet Ok. à l'intérieur. Voilà. Hmm. Donc c'est vrai que la décote parce que à l'intérieur la plomberie elle est pourrie, parce que les cloisons, la peinture elle est moche. C'est pas comme dans de l'habitat. Tu peux pratiquer moins de décote. Ok. Que dans de l'habitat, Intéressant. c'est justement c'est ça l'avantage, c'est que tu trouves des décotes pour faire baisser le prix. Bah, bien sûr. Et après, si tu maîtrises les coûts quand tu reconstruis, c'est là où tu gagnes de l'argent. C'est ça. Et si tu maîtrises pas, c'est là où tu perds beaucoup d'argent. Et ok. Et combien ça se loue? Combien ça des Alors sur déjà un bâtiment, je peux te donner celui-là qui a Hmm. été reloué récemment. Alors celui-là, il a été loué clé en main, un 600 mètres carrés, ça se loue 4000 balles par mois. Ok, ouais, ouais. Donc Voilà. plutôt une bonne renta quoi par rapport aux 350 000 euros de. Renta, on est à 11% net. Alors Yes. En sachant pas que net, mais t'as net ouais, tout. en sachant que t'as beaucoup moins d'imprévus que dans des baux d'habitation, vu que Ouais. Tu et vas la taxe avoir foncière, tu la refactures au. oui, oui. Ok. Taxe foncière, elle est refacturée. En gros, tu as très peu de frais. Hein. Tu as une PNO. Tu peux avoir un peu de frais. C'est des grands bâtiments, donc tu as toujours l'épée de Damoclès, c'est la toiture. Une fuite Mhm. sur la toiture, c'est souvent des toitures plates, etc. Donc ça, faut s'assurer que le locataire il fait l'entretien. Mais si demain c'est usé, c'est percé, c'est à toi, c'est à toi. Donc tu es tout de suite des gros travaux. Donc c'est pour ça que faut pas cramer tout le cash flow. Et tu peux avoir aussi de la vacance locative beaucoup plus longue que sur de l'habitat. Voilà, ça c'est Mhm. voilà. Tu vois, moi j'ai un lot là de 120 mètres carrés, ça fait 6 mois qu'il est alloué et je peine à trouver du monde. Mhm. Donc Ouais, ça. voilà, il y a un peu plus de risques, mais enfin moi c'est ce qui me plaît, c'est des bâtiments que j'aimais bien faire pour mes clients, donc et je les connais par cœur, donc c'est pour ça que j'ai démarré par ça. Ouais, ok. Après, c'est l'occasion aussi qui s'est présenté à moi. C'est un bâtiment que j'ai acheté au tribunal, ça, le bâtiment en 2014. Donc au tribunal de commerce, c'était une société qui était en liquidation. Le bâtiment a été saisi et donc j'ai Ok. fait une sorte de vente aux enchères. Ok. Voilà. Et des liquidations, t'as déjà eu des locataires qui se sont retrouvés en liquidation? Non, jamais. Ok. Voilà. Parce que C'est- ça, c'est un peu le, ouais, c'est un peu le, Tu vas pas me attends. porter la poisse aujourd'hui, toi. Ah, touche du bois. Touche Ouais. du bois. Ok. Et comment tu trouves des locataires? C'est pas sur le bon coin, je suppose. Eh ben, tu veux la vérité vraie? Le bon Ouais. coin? Le bon Ah, le coin? bon coin. Ok. Énormément, énormément. En fait, pour ce genre d'activité, soit tu le commercialises un peu toi-même, et après, sinon, c'est par des agences qui sont spécialisées en immobilier d'habitat, l'immobilier commercial. Hmm. Excusez-moi. Hmm. C'est des grandes enseignes comme Arthur Lloyd, c'est les plus connus en France. Mais en fait, t'as des sociétés un peu spécialisées dans chaque agglo. T'as une société, plusieurs, pardon, sociétés qui sont spécialisées en immobilier professionnel. Voilà. Mais le bon coin marche Ok. bien, hein. C'est marrant, tu sais, parce que quand on est investisseur ou entrepreneur, t'as toujours géré le risque, c'est une grosse partie. Et en Oui. fait, nous, on est tous méga dépendants du Bon Coin. Quoi, je veux dire, c'est un truc de, si demain le Bon Coin, il te fait payer 300 euros ton annonce, tu vas la payer, hein. Et ils le savent, hein, ils le savent. Et à l'étranger, c'est comme ça, hein. Il y a des sites qui existent où, en fait, pour déposer ton annonce de location, ça coûte 200 euros et puis tu la payes, c'est comme ça, hein. Donc, et on voit bien, hein. Nous, enfin, je sais pas si tu payes parfois. Moi, je paye pour faire remonter les Ouais. annonces. Alors, c'est pas, je sais pas, c'est peut-être 6 euros, mais il y a pas longtemps, c'était 2 euros. Moi, après, c'était 4 euros. Après, c'était 6 euros. Et puis, Avec le bon coin, ça- je suis souvent bloqué. Je navigue avec, j'ai deux comptes parce que surtout sur, par exemple là, sur de l'immobilier professionnel, dans la catégorie, il te limite à deux annonces. Et parfois, ah je suis amené à mettre trois annonces ou quatre annonces en même temps. Donc, ouais. j'ai deux comptes sur le bon coin, comme puis maintenant ils sont sécurisés. S'il faut le numéro de téléphone et tout ça, mais bon. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais je mets toujours du bon coin et en parallèle, je passe aussi par des professionnels parce que
j'ai pas forcément aussi le temps ou l'envie de faire des visites. Et puis l'avantage quand même de ces sociétés-là, mais c'est comme un agent IMO, il va déjà dégrossir, il va déjà avoir la solvabilité, il va déjà voir si le projet, il va déjà envoyer des documents, il va laisser les gens aussi réfléchir, parce que t'as une partie aussi, c'est des entrepreneurs et ils ont besoin de monter leur business plan, ils ont besoin de voir si le local correspond à leur activité, de faire des plans, de faire des devis d'agencement, et donc tout ça, ça prend un temps fou. Donc il y a un moment, oui, enfin, moi, je travaille avec des professionnels. Hein. Le but, c'est pas de tout faire moi-même. Hein. C'est chacun son travail et ça apporte une belle valeur ajoutée une fois que c'est loué. Et tu prends combien de dépôts de garantie pour ce genre de Euh, de location? Entre 2 et 6 mois. En fait, je Ok. demande 6 mois et après on négocie. Après, on négocie. Parfois, ça finit à 3 mois, mais déjà quand t'as 3 mois, c'est bien. C'est bien. Ouais, Ok. dépôt de garantie. Ok, top. Donc là, tu as acheté ce bien 2014 et ensuite tu as 2014, ensuite acheté. 2016. Vas-y. 2016, j'ai acheté le bâtiment dans lequel mon entreprise était. J'ai enfin réussi à l'acheter. Donc voilà. Donc Celui-là, tu l'as pas revendu. non, non, non. Mon successeur l'exploite et je lui loue. Donc là, c'est pour donner un peu des chiffres pour les auditeurs se rendre compte, c'est 900 mètres carrés, 480 000 euros. Ok. Ah. Voilà. Ensuite, j'ai fait une pause. Enfin, non, dans la même année, pardon, 2016, j'ai acheté ma résidence secondaire. Donc, j'ai une résidence secondaire en bord de mer que j'exploite maintenant en LCD. Ok. Voilà. Alors au début, non, hein, elle n'était pas du tout exploitée en LCD, mais il y a 2-3 ans, j'ai compris que c'était pas mal en fait. C'est La dans quel LCD. coin? C'est Quelle mer? En Vendée. En Vendée. Ok. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué 2020 ensuite. 2020, j'ai acheté un petit corps de ferme dans lequel j'ai fait des gîtes. Donc j'exploite en LCD, dédié pour des travailleurs, principalement pour des Ok. travailleurs. Voilà. Il y Intéressant. a un grand gîte, un petit gîte. Donc j'ai ce qu'on appelle 2 gîtes. J'appelle ça des gîtes parce que ça s'appelle comme ça dans mon coin, mais voilà, c'est un peu voilà. C'est des apparts dans une ferme. C'est ça? Ou une maison? Ouais, c'est même une maison. Hein. C'est une maison Hmm. avec 3 chambres, donc ça peut être une sorte de grosse coloc si tu veux. Souvent c'est loué Hmm. à la semaine. Il y a des travailleurs d'une société qui viennent et ils ont chacun leur chambre indépendante. Ils ont la pièce commune et puis voilà. Donc ça, voilà. Ensuite c'est 2000. Après c'est 2020 où là j'ai vraiment Tu te mis. sentais là. T'avais là. Tu t'es dit, ouais, c'est maintenant ou jamais. Là 2020 j'ai vraiment mis les 2 pieds dedans. Donc 2020 j'ai acheté un deuxième bâtiment au tribunal de commerce. Donc j'ai acheté, c'était quoi, 300 mètres carrés, 225 000 euros avec les travaux. Ouais, j'ai fait quelques travaux, il fallait faire des clôtures, Hmm. etc. Je l'ai agrandi à cheval dans la foulée. 6 mois après, j'ai agrandi, voilà. Donc c'est un bâtiment que j'ai divisé en deux. C'est un bâtiment de 300 mètres carrés. J'ai fait 2 cellules, une 280, une 220 mètres carrés, et j'ai ragrandi sur une cellule de 200 mètres carrés. Donc au total, ça me fait 500 mètres carrés. Et en fait, j'ai mis du panneau, enfin j'ai fait du photovoltaïque sur la toiture. Ok. Donc ça, c'est mon meilleur locataire. Celui-là, il m'appelle jamais. Je suis tranquille. Mais là, Euh, t'as un loc. Ah non, le panneau. Le panneau, ouais, lui, il t'appelle. les panneaux solaires. Ah. En fait, je dis, ça fait Ok. 4 lots. Hein. J'ai 3 lots, j'ai Euh, 3 locataires et le quatrième lot, c'est le soleil qui est sur le toit ah ouais. voilà, Qui t'embête pas. qui Qui m'embête t'embête pas. pas. Yes. Et c'est Euh, rentable? T'as l'impression que c'est rentable, ces affaires de. ouais, ouais, ouais. Sur des Ouais. grandes toitures, là, tu vois, donc pour parler en termes techniques, c'est 100 kilowatts. Donc Hmm. 100 kilowatts, ça fait 100 000 watts. 100 kilowatts de production, c'est un billet de 80 000 euros d'installation, tout compris, avec le raccordement Enedis, etc. Ça se paye en 10 ans. Voilà. Ok. Et puis, ça a une durée, les panneaux, ils ont une durée de vie de 20 ans, ils ont une garantie de 15 ans. L'onduleur, c'est pareil. Donc voilà. Il y a Et les prix, c'était plus ou moins fixé pour une période quand t'as acheté? Alors, les prix de rachat, de revente de Ouais, l'énergie. du kilowattheure. Ouais, alors les prix, ils sont réévalués tous les trimestres. Là, il y a des prix qui sont publiés. Moi, tu vois, je suis à 10 centimes, à peine, 9,80, je crois. Hmm. Voilà. Mais oui, c'est bien rentable. Enfin,
Oui, Ce sera si, rentable au bout de 10 ans, quoi. ouais. Au bout de 10 ans, c'est Puis moi, sûr que ça. moi, c'est mon métier, je suis passionné par ça, et en plus, bah, non, mais c'était là. Je cherchais sur quel bâtiment je pouvais faire du photovoltaïque, parce que tu peux pas le Mhm. faire sur tous. Là, c'était un bâtiment en double pente qui était en structure métallique, que mes autres bâtiments, c'était des bâtiments à toiture plate, tu sais, avec un revêtement bitumineux sur le Mhm. dessus. Et donc ça, bah, les bâtiments n'étaient pas prévus pour avoir pour accepter le poids de panneaux solaires qui seraient Ah, rajoutés. ok. Yes. Donc Et voilà, j'ai donc vu qu'il y a une bâtiment. société, alors je sais pas si tu as un avis là-dessus, et je sais pas si tu as déjà vu, je crois que c'est en plus vers la Vendée. Il y a une société qui est repeint en blanc avec Ouais. des coquilles d'huîtres. J'ai vu, enfin, c'est la peinture, c'est fait avec des coquilles d'huîtres apparemment. C'est toi justement pour les rafraîchir. Ils disent qu'ils gagnent plusieurs degrés. Bah, c'est vrai que c'est, enfin, quand tu C'est vois ça. le, Je suis ouais, 100% d'accord, ça marche super bien. ok. Ouais, ouais. Non, non, ça c'est une des façons de consommer moins d'énergie, de mettre les clims moins forts et de rafraîchir, quoi. Voilà. Parce que les clims, est-ce que tu me confirmeras, je pense, Ouais. refroidir un bâtiment, ça consomme beaucoup plus que chauffer un bâtiment. Oui, Ouais. oui, Et oui. comment ça se fait techniquement? C'est quoi? C'est Alors que la, techniquement, c'est un compresseur. Si on va parler, ça va être le Hum. moment, la minute technique de. Voilà, les gaz, cours de physique chimie première C'est là, les parti. gaz quand ça se dilate, quand ça se contracte, Ça se voilà, ça condense, chauffe, voilà, il y ça. a condensation et expansion. C'est un compresseur, hein, c'est comme ton réfrigérateur. En fait, on ne fait pas de froid, hein. On va enlever le chaud. Ton réfrigérateur, il ne fait pas de froid. Le compresseur qui est derrière avec le gaz, avec la chimie, vient prendre la chaleur qui est dans ton frigo, donc des produits, de la viande que tu viens mettre dans le frigo ou de la boisson, et il la met à l'extérieur, donc dans ta pièce. Et ensuite, bah, ça vient réchauffer ta pièce. Donc tu le sens pas, voilà. Et donc sur une climatisation, bah, dans un bâtiment, c'est pareil. Quand tu es en mode chaud, tu viens prendre la chaleur qui est à l'extérieur, dans l'air, et tu viens la mettre dans ton bâtiment. Et quand tu es en mode froid, bah, tu prends la chaleur qui est à l'intérieur et tu la remets dehors. Et ce procédé chimique, enfin, oui, c'est de la chimie, enfin voilà, c'est le gaz qui est comme ça. Donc il y a différents types de gaz, je vais vous passer les noms parce que c'est des noms barbares. Mais le gaz a des propriétés où, lorsque tu vas dans un sens, quand tu vas capter la chaleur et que tu la mets à l'intérieur, tu as ce qu'on appelle un coefficient de performance. Et Hum, par exemple, pour faire tourner ta machine, tu as toujours de l'électricité, c'est branché sur le 220. Pour faire tourner ton moteur et ton compresseur, si tu consommes 1000 watts, ton compresseur va absorber 4000 watts de chauffage. Voilà. Donc quand tu prends un radiateur électrique que tu mets au mur, le radiateur, une fois que il a consommé 1000 watts, il t'a redonné 1000 watts de chauffage. C'est du 1 pour 1. Sur une clim, une pompe à chaleur, c'est du 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 6. ok, ah ouais, donc c'est vraiment, ouais, ok, c'est, C'est pour ça que c'est économique. Par contre, quand tu inverses et quand tu te mets à inverser ton cycle et à faire du froid à l'intérieur, là, tu n'as plus de. Le COP, ce qu'on appelle le COP, le coefficient de performance, il se casse la gueule. Il est de 1, voire de 2, mais il est très très faible. Donc voilà pourquoi j'ai pas compris là, juste cette dernière partie. Tu peux réexpliquer ah, juste la dernière partie là? quand tu inverses ton cycle pour faire du froid, en fait, tu enlèves la chaleur. Et donc, Hum, la chaleur, tu la remets dehors. Donc, tu hum, vas chauffer 4 fois plus vite ton air extérieur, mais toi, c'est pas ce que tu veux faire du froid dans ta maison ou dans ton hum. bâtiment. Donc, le fait de faire du froid, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus Que de le énergivore sort, ouais, que de faire du chaud. Voilà, ouais, que ok, ouais, d'utiliser les calories. Voilà. Donc, ok, ouais. tu n'as plus un coefficient de 4 fois la valeur Hum, consommée, mais il n'est que de 1, voire de 2. ok, J'ai été clair? yes, 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 ok, top. Ok, et donc, les Invests 2020, On était sur 2020, ouais, donc voilà ce ouais, bâtiment-là. Donc c'est un bâtiment où j'ai 4 lots. avec les panneaux solaires, là, c'est pour ça qu'on Ouais. avait un peu digressé. Ouais. Ensuite 2021, je fais un immeuble de rapport, un ancien café dans une commune qui était en mauvais état. C'était une commune où ils obligent de faire des places de parking et l'avantage, moi j'avais vu que c'était gérable parce qu'il y avait une cour et dans la cour on a pu loger tous les parkings pour que le permis passe. Donc c'est un bâtiment qu'on a divisé en 4. On a gardé un local commercial et on a fait 3 appartements. Ensuite, bah voilà, déjà c'est bien, hein, ça occupe Hum, bien. 2022, 2022, ça c'est quoi? Ah oui, 2022, j'ai fait un petit immeuble de lots, petit immeuble de rapport.
Donc là, c'est un truc qui sort sur le Bon Coin la veille au soir. Le lendemain matin, j'appelle. À 13h, j'allais visiter. Puis j'ai fait une offre dans la foulée. C'est un bien. Il y a 2 lots, 2 appartements, 122 000 euros. C'est des appartements qui sont à 450 et 550 de loyer. Donc voilà. Donc 10% Ouais, de renta. C'est vite voilà. calculé. 1 000 euros par mois. Il y a 12 mois par an. Je vous rappelle, quand on calcule la renta, il n'y a pas 10 mois, il y a 12 mois. Donc, T'es bon en voilà. calcul. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. 2022, après, je fais aussi un autre bâtiment d'activité. Et là, je me suis expatrié. Je suis allé jusqu'à Poitiers. Bâtiment d'activité sur Poitiers. Et donc là, bah, pareil, tout à l'heure, tu parlais de chiffres un peu. C'est non, oui, c'est ça. Si c'est ça, c'est 200 000 euros pour 450 mètres carrés. Ok. Voilà. Donc là, une belle affaire. Enfin, bien tout nickel. Et là, tu parlais du Bon Coin tout à l'heure, locataire trouvé sur le Bon Coin, grosse entreprise, parce qu'en fait, la secrétaire qui est chargée de trouver des locaux pour le développement de la société, bah, elle commence par le Bon Coin, hein. Ok. Intéressant. Contacté par la secrétaire, on prend contact, on visite et puis c'était parti quoi. Donc voilà. Ok, top. Et combien ça Voilà. se loue? Tu peux nous dire? Ah bah 200 000 celui-là, d'âge? celui-là, il est loué clé en main, c'est-à-dire j'ai fait des travaux clé en main. Celui-là, il est loué 4 500 euros par mois. Ah ouais! Donc c'est un invest de 360 000 euros avec les travaux. Je leur ai fait les Ok. travaux clés en main. Et j'ai un bail commercial qui me couvre avec une garantie. Donc on a un bail commercial dérogatoire de 12 ans avec une période d'engagement ferme de 9 ans. Ok. Donc pendant 9 ans, C'est t'es mon... sûr d'être payé. Ouais. Et c'est Ok. une société qui est énorme. Donc voilà, avant que une société Donc, internationale en plus. Donc yes. Donc on fait les calculs rapidement. 360 000, 4 500, ça doit faire aux alentours de 50 000 par an. Fois 9 ans, on est à 13 450 000. Voilà. on est à 13% net. Yes. Et tu vois, sur ce genre de bâtiment, la différence entre le brut et le net, tu vois, je suis à Quasiment 13, rien. 13,5 T'as pas de brut charge de, et je ouais. suis à 13, voilà, je suis à 13 net, donc c'est que dalle, quoi. T'as pas de charge de copro, t'as pas de taxe foncière, t'as pas quand t'as de la vacance, c'est de la C'est vraie ça. vacance, mais t'as pas de casse, t'as pas de tout ça, quoi. Donc, yes. Ah, c'est super intéressant. Franchement, ce bâtiment, et tu dirais que c'est combien, tu Bâtiment dirais d'activité, ouais. que, genre, ce serait quoi le ticket? Sans aller dans l'extrême, le truc le plus pourri, le plus perdu et tout. Genre, si quelqu'un il veut se lancer dans cette activité, tu lui conseillerais d'y aller sur des budgets quoi, de 200 000 ou c'est quoi un peu Ah oui, le plancher qu'il faut, enfin voilà, le budget pour aller sur ce type de. tu trouves des biens. Alors, je dirais que moi j'ai la philosophie de faire comme un immeuble de rapport. Si je peux trouver un grand bâtiment que je peux diviser, c'est le top. Parce que bah déjà tu vas diviser le risque. Des grands bâtiments à louer avec des gros loyers, déjà c'est beaucoup plus rare. Il vaut mieux acheter et puis faire plusieurs cellules. Toi, le bâtiment que j'ai acheté au tribunal, j'ai fait une cellule de 180 mètres carrés, une cellule de 120. C'est plus facile à louer. Mais Hum, quand je fais 2 cellules séparées, je pense toujours si un jour j'ai un locataire qui veut plus grand, hum. j'ai juste à rouvrir le mur en parpaing qui est entre les deux et je peux louer l'ensemble. Donc voilà. Après, euh, si tu cherches dans des grosses agglos, les petites surfaces sont parfois prisées pour des artisans, pour des petites entreprises qui démarrent ou même pour des entreprises qui n'ont pas besoin de grands locaux, hein. Moi, je Hum. sais que j'ai un locataire, lui, il fait de l'achat, enfin, il a un site internet, donc tout son business est basé sur le web. Il reçoit des smearmorks, il décharge et ensuite il fait du picking et il envoie les commandes. Bah, il a 90 mètres carrés. Hum. Voilà. Il a un petit bureau qui fait 15 mètres carrés avec un sanitaire et un bout de kitchenette. Son bureau, il reçoit pas de clientèle. Et après, tout le reste, c'est un entrepôt dans lequel il a mis des grandes tables. Il fait ses préparations de commandes. Il a mis des racks pour stocker. Et voilà. Et ça,
c'est accessible facilement. Donc, moi, je vois passer parfois des locaux sur un lot de 100 mètres carrés. Tu peux très bien dire, je fais 2 lots de 50 mètres carrés. Je connais aussi des gens qui achètent des bâtiments comme ça où après, ils vont faire des box de stockage. S'il y a un besoin dans la ville de box de stockage, tu achètes un bâtiment qui fait 200 mètres carrés, je sais pas, et puis tu divises en plein de petits box de stockage. C'est une idée de business et de rentabilité. Yes, top. Ouais, très, très intéressant. Très, très intéressant. Et après, t'as des locaux perdus au fin fond de la campagne. Après, c'est tout l'enjeu. Faut faire attention. Faut pas se Bah, lancer c'est comme, en ouais, disant, c'est je vois ça. une belle opération et puis j'y vais, c'est un beau machin, c'est pas cher. Sauf que derrière, si tu trouves pas le locataire, voilà. Mm. La banque, c'est pareil. La banque va te dire, monsieur, est-ce que vous avez un locataire ou pas? Mm. Je pense. Ouais. Ah non, bien sûr. Le banquier va demander des garanties. C'est comme dans l'IMO. Si tu parles aux gens, bah, ils veulent tous un appart, promenade des Anglais, ou vue sur le refaire neuf. Et voilà. Moi, dans ma Sauf que, stratégie, tu vois, par exemple, l'agglomération de Chartres, je n'y vais pas. Pour moi, le ticket, il est trop haut, je trouve pas assez de rentabilité. Peut-être Mm. dans quelques années, j'irai en me disant, voilà, j'ai besoin d'un bon placement père de famille sur un bâtiment d'activité, etc. Parce que sur Chartres, la négo est très dure. Parce que, Mm. comme dans toutes les grosses agglos, tu as deux, trois familles qui tiennent le marché et, euh, et ils ont même les bâtiments avant que ça paraisse en annonce. Donc, Mm. bâtiments se vendent en bouche à oreille et voilà. Yes. Ok, top. On arrive au Voilà. bout là? Ben, pour finir, marchand de biens un petit peu. J'ai commencé Ok. en 2022 là, qui est en train de se terminer. Il y a eu un lot. J'ai fait une première opération de marchand de biens sur une division foncière. Voilà. C'était des terrains, Maison, maison. une maison à gauche, un terrain, une petite dépendance à droite, et donc division, création de portail, revente des deux lots séparément. Donc le grand lot a été revendu, la grande maison a été revendue, la petite maison est à revendre en cours. Pour l'instant, le marché est un peu calme. Voilà, c'est le premier d'une longue série, je pense, parce que je continue à faire du marchand de biens. J'ai quelques dossiers en cours où je suis en cours d'études, où je suis en cours d'attente de réponse de CUB, etc., pour voir si on ira au bout. Voilà. Donc Ok. le choix quand ça a été la vente de l'entreprise, c'était d'intensifier sur la partie immobilier et beaucoup plus Mm. qu'avant parce que Ouais, j'ai puis maintenant, du fait de un la peu plus de vente, temps. t'as du cash aussi que tu peux faire C'est dans ça, des activités de marche. c'est Top. ça. Ok. Et dernier point, ce sera juste un petit teasing. Alors voilà, Ah, vous le savez, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes. On a monté une sorte de podcast privé. On va en parler plus en détail, donc avec toi, et on parlera aussi peut-être dans un deuxième épisode privé de une stratégie sur les bâtiments justement d'activité. Euh, Tu peux nous parler juste de ton activité d'expert actuelle et en devenir, peut-être, voilà, pourquoi, bah, est-ce que c'était déjà prévu au moment de la revente, avant, et puis qu'est-ce que tu fais exactement? Et puis après, dans le podcast privé, on en yes. discutera plus en détail avec photos à l'appui, les erreurs à ne pas commettre. Enfin voilà, vous connaissez comment voir qu'un artisan est en train de vous rouler, comment voir que le plombier, en fait, il est plaquiste, des choses comme ça. Surtout que c'est un sujet d'actualité, vu les derniers événements sur les réseaux. Et oui, les derniers événements Euh, sur les réseaux. Quand on est partout en France, on est peut-être nulle part. Posez-vous la question. Très bonne mise en. Mais ouais, le podcast privé sera riche de contenu. En tout cas, je dévoilerai énormément de petits conseils et voilà. Alors, moi, comment j'en suis arrivé là? Eh bien, en me confrontant à la réalité du terrain, j'ai été confronté à des problèmes sur certains de mes chantiers, enfin, des chantiers où j'ai œuvré. J'ai été convoqué à des expertises. J'ai eu tout, j'ai eu de l'expertise amiable et j'ai eu de l'expertise judiciaire. Ce que je développerai ça plus tard. Et, et ben en fait, je me suis aperçu que en discutant, en voyant les problèmes c'est des problèmes que j'avais vus. Hein, clairement, j'avais identifié les problèmes. Je voyais que le chantier se passait mal. Moi, je touche du bois. Je n'ai jamais été mis en cause.
c'était beaucoup de la maçonnerie, ça a été de la plomberie, ça a été de la menuiserie, ça a été tout un tas de. Je pourrais donner des exemples après d'anomalies, de vices cachés ou de malfaçons qu'on rencontre, mais voilà. Et donc j'ai été sur des expertises. Et à chaque fois, je comprenais le problème, j'arrivais à voir et parce que je suis passionné du bâtiment, moi je m'intéresse à énormément de choses et l'avantage c'est que je pratique aussi à titre perso dans mes invests la gestion des artisans et je mets la main à la pâte. Hein. Je suis pas dans mon bureau justement, moi j'aime bien être sur le terrain et voilà. Et donc quelque part cette activité-là me dit c'est vachement intéressant pour continuer à progresser dans le métier, pour continuer à rester au goût du jour et puis faut pas s'endormir en fait parce que si tu dis demain je vends ma société et puis je me mets dans mon canapé en fait tu deviens bon à rien et et voilà. Et donc j'ai discuté avec des experts tout simplement, les experts que je rencontrais sur des expertises. Donc les mecs souvent ils viennent de loin parce qu'il y a un gros manque d'experts en France. Donc ça fait partie comment dire il y a du développement à faire là-dessus. Et j'ai discuté avec eux pour un peu comprendre leur métier, qu'ils m'expliquent, etc. Et ils m'ont expliqué surtout comment on pouvait faire l'expertise et comment on pouvait devenir expert et comment on pouvait l'exercer. Et en fait, ça s'exerce souvent en parallèle du métier chef d'entreprise. Donc, si tu as une entreprise où tu as bien délégué, par exemple, tu as mis des chargés d'affaires, etc., et que tu arrives à avoir du temps libre, tu peux mettre à profit ton temps libre au niveau de l'expertise. Donc, que ça soit de l'expertise amiable ou que ça soit de l'expertise judiciaire. Voilà. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire. La vente de mon entreprise est arrivée plus vite que prévu et donc j'ai lancé cette activité-là. Voilà. Donc je suis expert en bâtiment. Je serai bientôt agréé au niveau du judiciaire dans quelques semaines, qui permettra en même temps d'avoir comment dire de justifier encore plus la qualité de mes expertises. Voilà. Donc expert. En fait, c'est les gens, ils t'appellent si par exemple, en ce moment, là, tant que t'es pas agréé, enfin, sur les listes, sur les listes. là, on t'appelle parce que, avant toute la phase judiciaire, par exemple, si on n'est pas d'accord avec un chantier ou si on a on a un doute. J'avais fait un épisode avec, Stéphanie Milo, là, elle est au Canada. Et là-bas, en fait, au Canada, tu as des diagnostics, mais aussi sur tout le bâtiment, en fait. Ils appellent ça une visite je sais plus comment c'est, mais en gros, tu as un diagnostic. La base qu'on devrait avoir dans les diagnostics en France, que l'immeuble ne va pas s'effondrer. Ça devrait être plutôt que savoir si... ok, on comprend bien l'intérêt de savoir s'il y a de l'amiante sur les plaquettes des fenêtres, mais savoir si le bâtiment ne va pas tomber, ça peut être utile également. Hein, donc... Ouais, sur la structure, c'est là où on voit des sinistres, on voit des sinistres réguliers, des immeubles qui s'effondrent à Marseille ou je sais pas où, là il y en a eu récemment. Voilà, ça peut être soit des vices cachés, des choses qui ont été camouflées, voilà. Donc, alors dans l'expertise, il y a deux parties. Tous les experts ne font pas du judiciaire. Hein. Dans le judiciaire, tu es missionné par le magistrat qui te confie une mission. Et alors là, en fait, c'est l'excellence, c'est le plus niveau haut d'excellence. Tu dois être irréprochable, tu prêtes serment, etc., etc. Mais avant le judiciaire, parce que le problème d'aller au judiciaire, c'est d'encombrer les tribunaux. Les tribunaux sont encombrés de dossiers. On attaque maintenant, à l'heure actuelle, on attaque la partie adverse pour tout et rien. Une fois que le juge il est saisi par les deux avocats, il faut qu'il prenne une décision. Et le juge, concrètement, il n'y connaît rien. Donc, il a besoin d'un expert, d'un sachant. Donc c'est mon rôle pour aller voir ce chantier, organiser des réunions et puis faire un rapport pour dire voilà, la cause elle est là, le problème il est là. Mon métier c'est donc d'analyser la source du problème pour éventuellement donner les responsabilités, mais c'est pas moi qui va donner la responsabilité. C'est-à-dire que c'est le magistrat, le juge qui va juger la responsabilité. Parce que je ne peux pas, c'est pas à moi de juger, c'est pas mon rôle. Moi, le but c'est d'identifier un problème, de l'analyser, de voir pourquoi il est là ce problème-là. Est-ce que c'est une malfaçon? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que c'est le problème d'un matériau mal utilisé, etc. Ensuite, de faire un rapport, d'exprimer le problème, et ensuite on remet un rapport au juge. Voilà. Okay. Ça c'est le côté judiciaire et le côté amiable, c'est avant, je suppose que ça arrive. Et voilà. Alors c'est avant ou également ça peut être avant le judiciaire
Et ça peut être aussi, en fait, Avant l'achat? oui. Ça peut. Alors il y a plein de choses. Je conseille même quand il y a un problème, c'est de faire déjà une expertise à l'amiable. Alors moi, on appelle ça expertise. Oui, il y a plusieurs termes: expertise amiable, expertise conseil. Vous entendrez tous les termes. En gros, l'idée, c'est hors du cadre judiciaire. C'est venir. Il y a un problème avec un artisan sur le chantier. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, on nomme un expert qui vient voir et qui vient analyser la situation et qui est là peut donner raison ou pas, parce qu'on est hors du cadre judiciaire, et peut donner son avis. Voilà, Ok. tout simplement. Donc, moi, je suis confronté à des vices cachés. Donc, vices cachés, voilà, des malfaçons. Ça peut être suite à un sinistre, ça peut être suite à un dégât des eaux, suite à un incendie. Je l'ai dit au préalable, des accords entre les parties, quand t'es pas d'accord. Par exemple, réception de chantier. Concrètement, on arrive Mhm. sur une réception de chantier, l'artisan il dit bah moi mon travail il est bien fait, il est conforme à mon devis. Toi tu trouves que la prestation elle est ni fait ni à faire. Qui va vous départager? Ça va être un expert. On est en dehors du cadre assurant. Je reviendrai sur l'assurance Mhm. après. Voilà. Ça peut être aussi avant un achat. Voilà, Mhm. pour voir l'état du bâti, l'état de l'installation. Ça peut être l'installation électrique, ça peut être la plomberie, ça peut être l'état de la toiture. Tiens, on voit dans un angle de mur, on voit des infiltrations, on voit de la moisissure. Cette moisissure, à quoi elle est due? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un problème d'aération, etc., etc. Et puis tous les désordres liés au bâtiment, en fait, tout simplement. Dès qu'il y a un désordre dans un bâtiment, que ça soit dû à des travaux, que ça soit dû à un état de bâtiment, l'expert peut être missionné. Ok. J'ai vu des insalubrités, j'ai vu aussi des troubles de voisinage, des choses tout simples, hein. Troubles de voisinage, c'est par exemple, on parlait de climatisation, tu installes une climatisation là dans ton appartement sur ton balcon. Et ton voisin d'en face ou d'à côté, il se plaint du bruit. Donc on va Mhm. faire des analyses. On va faire venir Des mesures, tout ça. voilà, un sapiteur qui va nous faire des mesures et on va faire un rapport et on va voir si on est dans les normes. Parce que dans le bâtiment, tout est normé. C'est-à-dire que tu as des Mhm. DTU. Pour chaque chose que tu fais, il y a un DTU en face, il y a une norme qui dit la règle. Tant de centimètres d'épaisseur de béton, le câble, il doit être fixé tous les tant de centimètres, etc., etc. Après, il y a une tolérance autour de ça, bien sûr, mais tout est normé. Donc, si à un moment il y a une non-conformité, il faut voir si le DTU il a été respecté, Mhm. si les règles de l'art ont été respectées. On a souvent le problème, c'est qu'on sait pas, enfin, la nuance elle est faible entre les règles de l'art et le DTU, l'application de la Mhm. norme. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont, c'est mon rôle d'essayer de déterminer est-ce que c'est un manquement aux règles de l'art ou est-ce que c'est un manquement au DTU. Et puis également l'assistance pour les réceptions de chantier. Voilà. Donc, je l'ai Ok, dit. top. Voilà. Et combien, alors bien sûr, c'est hyper variable, je sais, mais pour rassurer les gens, peut-être combien ça. Admettons que je vais acheter un IDR, ce sera la dernière question, parce que après, on veut aussi que vous fassiez autre chose de votre vie qu'écouter les podcasts, bien sûr, mais euh, admettons, je vais acheter un immeuble de 200 mètres carrés, de 3 lots, voilà, qui a pas été refait depuis 30 ans. Le propriétaire vient de décéder, c'est les héritiers qui vendent. Il y a, je sais pas, une petite fissure, il y a des taches noires au plafond. Combien ça coûte de t'appeler ou d'appeler un de tes confrères? C'est à l'heure, c'est un forfait, c'est. On va faire un premier rendez-vous téléphonique ou en visio. Hmm, Éventuellement, on va avoir quelques photos pour pouvoir évaluer la mission. Si on peut pas l'évaluer, de toute façon, c'est au temps passé. C'est le temps passé sur place. Après, il y a un coût de déplacement, bien sûr. Bon, le coût de hmm, déplacement, c'est pas non plus. En gros, tu comptes 150 euros de l'heure. Alors, 150 euros de l'heure, c'est tout compris, hein. C'est l'étude sur place, quand il faut venir avec de l'outillage, etc., pour faire vraiment des mesures. Et puis après, il y a tout le temps de rédaction d'un rapport complet. Parce hmm, que, alors, je tiens à modérer mes propos dans le coût. Ça, c'est la version vraiment complète, hein. Après, tu as des experts qui vont bosser à 200-300 euros de l'heure, mais ça va être bientôt être plus cher qu'un avocat. Faut pas être non plus déconnant. Mais tu peux aussi avoir une expertise, ce qu'on appelle à dire d'expert. À dire d'expert, c'est-à-dire qu'on fait la visite et on l'exprime à l'oral. Éventuellement, on peut faire un petit mail résumé, mais ça va hmm, pas être aussi précis, aussi détaillé, aussi argumenté que sur un vrai rapport qui aura valeur même au niveau de la justice si demain ça va en hmm. justice. Voilà. Le Ok. pré-rapport, un vrai rapport d'expert, s'il va en justice, il sert en preuve. C'est-à-dire que les avocats peuvent s'en appuyer pour leurs argumentations. Voilà. Mais voilà, en gros, Au dire d'expert, en gros, pour moins de 1 000 euros, je peux avoir oui,
peux avoir Oui. une expertise. Moi, je vais sur un immeuble à Chartres qui est à 30 km de chez moi, sur un immeuble, comme tu dis, 200 mètres carrés. Quand j'aurais passé une demi-journée dedans, je pense que j'en aurais fait le tour. Ça te fait 4 heures de boulot, un peu d'aller-retour, un peu de temps de rapport, largement. Voilà. Je fais aussi des choses à distance. Parfois en visio, je donne mon avis. Donc là, maintenant avec les moyens qu'on a de la visio, avec les téléphones, avec les FaceTime, etc., on fait des choses à distance. C'est 50 balles de l'heure. Voilà, tu vois, c'est aussi, tu vois, je le fais avec des investisseurs, hein, ou avoir des gens qui ont envie de faire des travaux, qui me connaissent et qui m'appellent et ils ont. En fait, le rôle de l'expert, il est aussi de rassurer les gens. Et Bien voilà. sûr, c'est ça. Et forcément, on va monnayer notre technicité, on va mais c'est monnayer normal. notre expertise, mais c'est vraiment d'être rassuré. Et je sais que dans mon métier, je fais de l'expertise, donc l'expertise, elle est une fois que le sinistre il est arrivé. Mais j'insiste énormément, comme tout à l'heure on parlait de la préparation d'un chantier, j'insiste énormément sur le fait d'intervenir avant. Et moi c'est ce que j'appelle de l'accompagnement travaux, vraiment d'aller voir avant les chantiers pour avoir un avis. Et on y gagne derrière, hein, même sur le travail des artisans, parce que si on sait que il faut faire telle chose parce que c'est ça qui est pas bien ou ça c'est pourri, il faut changer cette poutre là. Eh ben la personne qui fait ses travaux, elle va dire à l'artisan, ok, moi je veux que cette poutre là soit remplacée, même si l'artisan il lui dit bah non il y a pas besoin, etc. Ça évite les malfaçons et les problèmes après la réception de chantier. Ok, top. Donc voilà, donc je vais pas être à la retraite, je vais pas être à la retraite longtemps, hein. Tu te doutes bien que Yes. ça Ouais, je m'en va doute. bien m'occuper. Ok. Bah écoute, Eric, merci beaucoup. Si on veut te contacter, Instagram. Instagram, Alors, Erimo avec deux alors i. j'ai deux comptes. J'ai un compte dédié pour ma partie investissement immobilier en tant qu'investisseur. Il s'appelle Erimo, Eriimmo. Voilà. Et ensuite, j'ai ma page dédiée à l'expertise qui s'appelle eric.bex, B-A-E-X. Voilà, c'est le nom de ma société d'expertise. Ok, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Eric. Et puis, on se retrouve, nous, dans Avec 10 plaisir. minutes et rejoignez-nous sur le podcast privé pour économiser de la sueur, des larmes, du sang et des dizaines de milliers d'euros. Je te remercie. Merci, Thibaut. Allez, bye bye. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Je vous rappelle qu'on a un second épisode avec Eric sur la boîte à outils des investisseurs, donc notre podcast privé. Et dessus, Eric nous montre beaucoup de malfaçons. Il y a pas mal de photos de malfaçons. Donc voilà, c'est en format vidéo. Vous pouvez aussi l'écouter en audio, mais en vidéo, c'est vraiment sympathique parce qu'on voit bien des fissures. Il nous explique cette fissure, elle est grave, cette fissure, elle est pas grave. Cette fissure, elle va demander 20 000, 30 000 euros de travaux. On parle fissure en moustache, fissure en escalier. C'était vraiment très intéressant. Et donc, cet épisode, vous pouvez le retrouver sur la boîte à outils des investisseurs. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec qui sait peut-être un épisode un peu plus court pour une fois. Bye bye.